Il est 30 pile, donc je crois que on peut y aller. Ouais. Bienvenue à tous, vous êtes nombreux ici et en ligne pour cette première séance de la deuxième saison de notre séminaire INALELAB. Et nous sommes vraiment très honorés d'accueillir Yves Citon qui va donc prononcer la conférence inaugurale. Je laisserai Martha Severo, qui, comme l'année passée, est pilote scientifique du séminaire, présenter Yves Citon. Les travaux qu'il poursuit, notamment sur tout ce qui est l'écosystème médiatique au sens large, les modalités d'énonciation, les discours qu'il véhicule et plus encore. Mais en tout cas, cette conférence, c'est vraiment une opportunité formidable de réflexivité, de mise en perspective, d'inspiration même, on peut le dire, pour les travaux qui sont accompagnés au sein du lab. Et même les dispositifs et les outils sur lesquels s'appuie cet accompagnement. Alors, je vais rappeler très brièvement le claim, la promesse de ce séminaire, c'est exposer, voire confronter de nouvelles approches d'exploitation scientifique des collections de l'INA, dont vous savez qu'elles couvrent tout le périmètre des médias audiovisuels depuis l'origine de chacun d'eux et qu'elles s'étendent désormais en ligne, sur les réseaux sociaux, les plateformes. Donc, en volume, en données, c'est vraiment des masses qui représentent vraiment une richesse pour les travaux scientifiques. C'est favoriser les échanges entre communautés de chercheurs, communautés SHS entre elles, communautés SHS et sciences informatiques. C'est aussi évidemment développer une réflexion épistémologique, méthodologique sur ces nouvelles convergences et articulations disciplinaires. Et, in fine, et last but not least, c'est éclairer des sujets qui sont au cœur du débat public. Donc, sans doute, on va le voir avec la conférence d'Yves Citon, le sujet de la polarisation croissante des médias sont au centre d'une majorité de travaux qu'on accompagne au sein du lab. Ce sujet de la polarisation croissante, de la circulation des discours dans l'écosystème, des effets produits. Et elle est centrale, et en même temps que les questionnements sur les outils et les dispositifs qui en permettent l'analyse au sein du lab. Donc, on remercie encore Yves Citon, à qui je vais céder la parole, et Martha assurera la présentation. Mais je voudrais juste mentionner qu'après cette conférence, il y aura un temps d'échange. Vous sur place, les personnes qui participent en ligne. Et après ce temps d'échange, la deuxième partie du séminaire sera consacrée à un point d'étape, un bilan et des perspectives sur les services du lab qui sont pilotés par Arthur Lézère, qui est notre ingénieur de recherche, qui est à la fois figure de proue et capitaine du lab. Donc, il fera une présentation qui fera un point sur justement les travaux qu'on accompagne et les dispositifs qu'on met qu'on expérimente au sein de ce lab. Voilà, Martha, je te laisse la parole. Bon. Bonjour, je vais être très courte parce qu'introduire Yves Citon n'est pas évident. Alors, je vais me tenir au minimum. Yves Citon est professeur de littérature française à l'Université Paris 8, ancien directeur de l'UR Artec. Et je tiens à mentionner qu'ici, aujourd'hui présent dans la salle, on a les étudiants du DU Artec qui tu portes un cœur. Voilà. Et comme tout est défini dans ton site, tu es un graphomane chanceux. Voilà, j'ai regardé les dernières publications parce qu'on ne sait jamais s'il y a un bouquin qui est sorti dans les dernières 2 semaines. Entre voilà, les travaux, on peut mentionner tous les travaux autour de la revue Multitude. Et les derniers livres, Altermodalité des Lumières, plus des côtés médias, les ouvrages connus sont Médiarchie et Pour une écologie de l'attention. Je vais pas aller plus loin que ça, je mentionne les titres qui est déjà une promesse importante. Un vote-tout-le-monde médiatique et l'aliénation conspirationniste. Voilà, quelques pistes d'investigation, etc.
Merci Martha, je ne sais pas, il faut que je me positionne, ça va bien comme ça, j'arrive pas à voir derrière, ok. Merci beaucoup pour l'invitation, je remercie aussi aux étudiants qui sont venus ici, je les emmène un petit peu une audience captive pour cette histoire parce que c'est une sorte de croisement, ce que je vais essayer de vous dire, c'est au croisement entre un travail de réflexion que j'essaie de mener depuis à peu près 2 ou 3 ans sur les notions de conspiration, et le travail qu'on fait avec le DU Artex sur les notions d'aliénation expérimentale, de possession, de dépossession. Et j'espère que j'arriverai à dire quelque chose un petit peu au croisement des deux, avec une dimension, parce que j'ai vu quelques noms des gens qui sont en ligne, et je suis très impressionné, parce que c'est des gens qui sont beaucoup plus savants et beaucoup plus sérieux que moi sur ces questions de médias, sur ce sur quoi travaille l'INA. Je vais faire un petit peu le pitre, un peu par provocation, pour essayer de susciter un débat. Donc je crois à tout ce que je dis, mais un petit peu à moitié, et je vais dire un certain nombre de choses pour qu'on en discute, parce que je n'ai pas vraiment d'opinion très formée, et je vais tordre un petit peu le bâton dans une direction, peut-être un petit peu de nouveau pitre ou autre chose. Alors après, comment est-ce que je fais pour changer ça? Tac, tac, voilà, ok. Alors, donc on a dit qu'on avait 45 minutes, donc il faudra que j'arrête à 20, voilà, 20 ou au pire 25. Alors, quelques références ici que j'ai mises sur des livres qui me semblent intéressants et représentatifs d'un large, alors large, je ne sais pas, mais en tout cas d'un certain spectre de publications récentes sur les conspirations. Et je vais faire référence assez souvent, et c'est là où le côté pitre, je vous prie de l'excuser, à un travail qui s'appelle « Les Lumières à l'ère numérique » de M. Gérald Bronner, contre lequel j'ai aucune dent particulière, j'ai aucun mépris, je trouve que son travail, c'est toute une équipe qui l'a réuni, et le résultat est très, très important. J'ai appris plein de choses en lisant ceci, et pourtant je vais le prendre un petit peu pour me différencier ou pour contraster d'autres approches que la sienne, qui me semble être une approche des conspirations et d'une rationalité politique, républicaine, etc., qui me semble dominante en France, et de nouveau, qui pour moi n'a rien du tout de méprisable ou de problématique en soi, mais qui demande à être complétée par un certain nombre d'autres choses. Et donc, à l'autre extrême de Gérald Bronner, j'ai mis quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle un manifeste conspirationniste, qu'on associe, alors qui est anonyme, donc ce n'est pas à moi de dire d'où il vient, mais qui, dans la presse, a été associé un petit peu avec les gens de Tarnac, avec les gens de l'insurrection qui vient. Et entre les deux, j'ai mis toute une série de choses, alors qu'on n'arrive pas vraiment à voir. Il y a un livre assez récent de Wu Ming, ces autonomistes italiens qui font des romans et qui ont fait une très belle enquête sur les complots. Il y a un livre, A Culture of Conspiracy, qui date de 2001, je crois, et qui me semble vraiment fondamental. Et puis, il y a un livre qui a aussi pas mal d'échos en anglais, A Lot of People Are Saying. Tout ça, c'est un petit peu vers la gauche du tableau, à savoir des choses respectables et universitaires et un petit peu standards. Et moi, je vais plutôt regarder ce qui se passe vers la droite du tableau. Et donc, il y a un numéro de multitude. Si ça vous intéresse, il y a toute une série de choses qu'on a essayé de publier. Et je vais vous proposer 6 principes généraux, comme c'est une sorte d'hypothèse, que je vais essayer de développer un petit peu, et en fonction du temps qu'on aura, j'aurai 9 petites phrases aussi sur lesquelles on passera plus ou moins rapidement. Et donc ce que je vous propose avec ce travail, c'est d'essayer de proposer une version, une vision un petit peu décalée, une autre perspective sur les conspirations ou le conspirationnisme. De nouveau, pas pour récuser Bronner et compagnie, mais pour compléter avec d'autres choses. Alors, première pitrerie, la vérité n'existe pas. Qu'est-ce que j'essaye de dire par là? Et vous avez vu que le « là » est souligné. Il me semble que dans le débat sur le conspirationnisme, on part du principe que nous, les universitaires, nous, les gens qui faisons des études, qui avons un background scientifique, etc., on connaît un certain nombre de choses, au moins on les cherche, et on fait des efforts qui coûtent beaucoup de temps, de moyens, de travail pour essayer de les établir, et que ce qu'on établit, les scientifiques qui ont les mains dans le cambouis savent que c'est des hypothèses, qu'on essaye de trouver des explications, mais que c'est jamais la vérité, mais que lorsqu'on passe dans le domaine médiatique, par exemple dans les questions de virus, vaccins, anti-vax, ou alors des choses encore plus claires comme le platisme, les gens dont on dit qu'ils pensent que la Terre est plate,
c'est clair qu'il y a une vérité qui fait que la Terre n'est pas plate, qu'elle est plutôt ronde, et que les gens qui disent que la Terre est plate, ils se trompent, il y a une sorte de propagande qui essaye de répandre des mensonges un petit peu partout. Quand je dis que la vérité n'existe pas, j'interviens en tant que littéraire, et il me semble qu'en tant que littéraire, on a un certain nombre de présupposés qu'on acquiert par les études littéraires et qu'ensuite on a tendance à appliquer sur tout. Enfin, j'espère, en tout cas pour moi, les études littéraires que j'essaye de défendre un petit peu dans mon travail, c'est ceci. Et ces 4 présupposés, que j'appelle narrativité, perspective, énonciation, interprétation, il me semble qu'on peut les prendre comme des principes de, alors j'appelle ça, et ça, le côté pitre ou le côté un petit peu méprisant que j'assume pas vraiment, de déniaisage. Il me semble que lorsqu'on parle des conspirations et qu'on dénonce le conspirationnisme dans les médias, généralement, et de nouveau, ce n'est pas les discours scientifiques, c'est les traductions ou les placements de ces discours-là dans les médias, il y a une sorte de naïveté qui ne reconnaît pas ce que nous enseignent les études littéraires. C'est quoi la narrativité ? Les causalités, c'est ce qu'étudient les scientifiques, elles ne s'expriment jamais comme telles. Lorsqu'on parle de causalité, lorsqu'on sort simplement des chiffres et des tableaux et qu'on essaye d'expliquer ça ou de parler de ça, on doit raconter des histoires. Il y a un avant, il y a un après, il y a une transformation, la cause produit des effets. On doit mettre les processus de causalité en termes d'histoire. Et donc que ce n'est pas que les complotistes qui racontent des histoires, on raconte tous des histoires pour essayer de communiquer des compréhensions de phénomènes causaux. Donc ce que nous, littéraires, on étudie en tant que narration, qu'est-ce que c'est qu'une narration? Il y a toujours des choix, on montre ceci plutôt que cela, on choisit ce mot plutôt que cet autre mot, ben ça c'est toujours présent, et chez les complotistes, et ceux qui débunkent, qui essayent de critiquer ou de défaire les conspirations. Dans la narration, il y a toujours un point de vue, un ou plusieurs points de vue. Une histoire, ça se raconte toujours à partir de certaines perspectives, qui peuvent être la perspective du personnage principal, qui peuvent être la perspective d'un narrateur qui nous raconte ce qui se passe avec le personnage principal, qui peut prétendre dans un roman balzacien être une perspective un petit peu de haut, une sorte de narrateur omniscient et divin, mais on sait que ce n'est jamais le cas, et lorsqu'on étudie des textes littéraires, justement, on essaye de montrer quelles sont les perspectives employées. De même, il y a toujours une voix qui parle de ceci, qui n'est pas complètement à confondre avec la perspective. On parle sur un ton sérieux, sur un ton ironique, on fait de l'humour, on adopte une sorte d'éthos de personnages qui parlent, de même que moi, je vous dis, je fais un petit peu le pitre devant vous. Ce n'est pas Yves Citon qui dit ce qu'il pense, c'est quelqu'un qui est appelé à faire une conférence avec des gens sérieux et qui fait le pitre. Je ne me réduis pas à ce que je vous dis aujourd'hui. Finalement, lorsqu'on communique, donc lorsqu'on essaye de communiquer même des principes scientifiques ou des analyses scientifiques sur une réalité comme les vaccins, comme des conflits mondiaux, etc., donc on raconte des histoires depuis une certaine ou un certain nombre choisi de perspectives, sur un certain mode, sur une certaine voie, la voie du savant, la voie du provocateur, etc. Et quand on a fait ce travail, on n'est qu'à la moitié de ce qui va se passer comme interaction dans les communications sociales, parce qu'il y a tout un travail d'interprétation qui fait que la même histoire racontée par la même voix avec la même perspective va pouvoir être interprétée de façon très très différente par différents lecteurs ou différentes lectrices en fonction de leur culture, etc., etc. Donc tout ça pour dire que peut-être que la vérité existe, mais que nous, entre humains, lorsque nous communiquons, nous sommes toujours à faire des choix, à nous situer et à devoir un petit peu anticiper, stratégiser, avoir des tactiques face à ces différents choix de perspective, d'énonciation et ensuite d'interprétation. Deuxième point, je crois qu'en même temps qu'on peut dire que la vérité n'existe pas, il y a des vérités et il y a des contre-vérités, par exemple que la Terre soit plate. Mais ici, il me semble important de faire une distinction que la sémiologie, alors moi je fais souvent référence à un sémiologue qui est un petit peu oublié aujourd'hui, qui s'appelait Luis Prieto, qui était argentin mais qui enseignait la linguistique à Genève dans la chaire de Saussure, et il faisait une différence importante entre la vérité et la pertinence. La vérité, ça serait un problème référentiel. Si je vous dis que M. Macron aujourd'hui est sur une plage de Benidorm,
Je pense que c'est faux. Je n'ai pas vérifié, mais je ne pense pas qu'il est en train de bronzer sur une plage de Benidorm. Donc, c'est une contre-vérité. Du point de vue de la référence, si on va à Benidorm, on ne le trouve pas en train de bronzer maintenant. Et la plupart des débats sur ou autour du conspirationnisme, ça consiste pour les debunkers, pour les gens qui dénoncent et qui défont les conspirations, justement, à faire du fact-checking. On va à Benidorm et on voit que M. Macron n'est pas là, donc c'était faux. Et on a fait progresser le savoir en montrant que c'était faux. Et c'est très important. Donc, on démolit, on essaye de déconstruire des contre-vérités. Ça, c'est la question de la vérité référentielle. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qui n'est pas complètement séparé, mais qui, à mon avis, est beaucoup plus fondamental, qui est la question de la pertinence, de l'importance de ça. Que M. Macron soit en train de bronzer sur une plage à Benidorm ou qu'il soit à l'Élysée en train de faire ce qu'il fait, pour être tout à fait honnête, moi, ça m'est complètement indifférent. Ça ne m'intéresse pas de savoir où il se trouve maintenant. J'ai d'autres problèmes dans la vie, mais ça pas. Donc, oui, c'est une contre-vérité qu'il soit à Benidorm, mais si vous me dites qu'il est dans tel bureau de l'Élysée, c'est peut-être la vérité, mais j'en ai pas grand-chose à faire. Donc, ça, c'est une question de pertinence, et la pertinence, c'est en fonction de ce que nous trouvons important pour nous, ou de ce que, même si nous ne le trouvons pas, ce qui est important pour nous, enfin, des questions de dérèglement climatique, par exemple, ou d'effondrement de la biodiversité, c'est plus ou moins important subjectivement pour chacun d'entre nous, mais on peut penser que c'est important objectivement pour les générations qui viennent, pour nous-mêmes, etc. Donc, de distinguer vérité de pertinence, ce que Prieto faisait souvent, c'est de dire, quand vous prenez les dimensions d'un meuble, vous indiquez la hauteur, la largeur, la profondeur, ça peut être faux. Si vous me dites que ça fait 1,50 m et que ça fait 2 mètres, c'est faux. Mais si le meuble reste ici, peut-être c'est faux, mais ça n'a aucun problème. Si je dois passer la porte et que vous me dites il fait 1,50 m et que la porte fait 1,80 m et qu'il fait 2 mètres, ben ça ne va pas passer la porte. La pertinence de ce savoir, c'est comment passer une porte. Si on ramène ça dans les questions de conspirationnisme, la pertinence de savoir si la Terre est plate ou si la Terre est ronde, c'est discutable. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai toujours pas compris comment des gens pensaient que la Terre était plate, mais apparemment, on nous dit qu'il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Qu'est-ce que ça change dans ce qu'ils font avec des meubles, dans ce qu'ils font avec la politique, dans ce qu'ils font avec leurs voisins, etc. J'ai toujours pas très bien compris. Et peut-être que s'ils croient que la Terre est plate, c'est pas tellement, ou c'est peut-être pour dire quelque chose à propos de la Terre, mais aussi une sorte de position, justement, dans des jeux de récits, dans des perspectives, dans des voies d'énonciation, qui n'a pas grand rapport avec la référentialité de la Terre plate ou pas plate. Dernière chose sur ce deuxième point, il me semble qu'on vit en 2023 dans des sociétés qui, de facto, que ça nous plaise ou non, sont des sociétés multiculturelles, que ce soit à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une nation ou encore plus à l'échelle de la planète, et qu'il faut s'habituer au fait que dans des sociétés multiculturelles, on a une coexistence de vérité, de définition de la justice qui peuvent très bien être contradictoires entre elles. À savoir, est-ce que ce meuble, il est trop grand ? Ben, peut-être qu'il est trop grand pour passer la porte s'il fait 2 mètres et que ça fait que 1,80 m. Oui, il est trop grand, mais peut-être qu'il est trop petit parce que j'aurais plus de choses à mettre dedans. Donc de dire que le meuble est trop grand ou trop petit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Ça dépend de la pertinence qu'on choisit pour ceci. Et que dans nos sociétés multiculturelles, pas seulement les religions, mais les idéologies, on en parlera un petit peu tout à l'heure, les visions du monde, les besoins, les identifications de besoins, me semble-t-il, conduisent déjà et vont sans doute conduire encore à l'avenir à des définitions différentes, des approches, des perspectives différentes sur les mêmes réalités, et que ces perspectives risquent fortement d'être contradictoires. Et le retour au principe d'Aristote qu'il n'y a pas de contradiction, le principe de non-contradiction, il me semble qu'il est un petit peu trompeur si on replace ceci dans un contexte justement multiculturel. Alors ça, il y aura plein de choses à discuter là-dessus. J'avance sur les idéologies. Troisième point, donc il y a des vérités, il y a des idéologies. Ça a l'air d'être évident de le dire, mais il me semble qu'entre les années 70, ou en tout cas à Paris, en France, quand on parlait d'idéologie, on avait un monsieur qui s'appelait Althusser, on avait une tradition marxiste qui nous disait que l'idéologie c'était mauvais, c'était un système de pensée illusionnant, que les classes populaires, les travailleurs se laissent refiler par le capitalisme ou par les prêtres ou par je ne sais qui, et qu'il faut combattre l'idéologie ou les idéologies au nom de la science.
Donc ça, on le disait assez bien dans certains milieux dans les années 70, peut-être certains d'entre vous vous en rappelez. Ensuite, on a eu tendance à se méfier un petit peu de ces gens qui nous disaient « il y a l'idéologie qui est misérable, et puis il y a la science », et donc on a laissé un petit peu tomber ce mot. Et il me semble, moi, très très important de le faire revenir pour essayer de désigner justement ces perspectives, ces modes d'énonciation, ces modes d'interprétation de la réalité qui ont quand même une certaine consistance et qui sont toujours un peu fausses, un peu illusoires, un peu simplistes, mais en même temps qui nous orientent dans la réalité. Et le point que j'aimerais faire, ce troisième point que j'aimerais faire, pour moi, il est peut-être le plus fondamental pour essayer justement de se décaler de la vision qui me semble être dominante dans le monde intellectuel français du conspirationnisme. Les fact-checkers, les gens qui nous disent que Macron n'est pas du tout à Benidorm, alors que je vous ai montré une photo, maintenant Macron à Benidorm, etc. Non, c'est un fake, ça n'existe pas, c'est pas comme ça. Donc les gens qui se spécialisent là-dedans, et merci à eux de se spécialiser, parce que c'est très important de faire ça, de nouveau, je ne cherche pas du tout à mépriser ou à dire que ce n'est pas important, ils partent d'une conception que j'appelle analytique ou ponctualiste du vrai ou de la vérité. Ce qui est vrai, c'est justement référentiellement le fait que est-ce que ce que je dis correspond à une réalité testable, vérifiable, référentiellement. Et c'est le fact-checking, et c'est très bien. Le problème que j'ai avec Bronner et avec ce genre de discours, c'est qu'on s'arrête là. Et qu'on dit donc, ils nous disent que Macron est à Benidorm, ils nous disent que la Terre est plate, ils n'ont pas compris, c'est des mensonges, ils essayent de nous en fumer, etc. Et on va pas chercher plus loin. Il me semble qu'il faut comprendre qu'il y a aussi une autre demande de vérité, alors de pertinence, mais de vérité, une autre conception, et cette conception, je l'appellerais plutôt synthétique, ou alors consistentialiste, c'est un petit peu prétentieux et peut-être à discuter, mais non pas tant du vrai que du juste. Et il y a un mot en anglais qui me semble bien servir à ça, la notion de big picture. Avoir une big picture, c'est être capable d'intégrer telle information, que ça soit que Macron est ici, ou que Macron est à l'Élysée, ou qu'il est ailleurs, que ça soit telle chose sur ce qui est en train de se passer en Palestine ou ailleurs, d'intégrer une piece of information, une pièce d'information, une information ponctuelle, dans un tableau général qui nous oriente dans le monde. Une perspective, je parlais de perspective générale, un tableau général, un big picture qui nous oriente dans le monde. Là, il y avait un autre penseur des années 90 aux États-Unis qui s'appelle toujours, je crois, Frederick Jameson, qui parlait beaucoup d'une activité, en anglais, il parlait de cognitive mapping, de cartographie cognitive. Et il disait, c'est très difficile aujourd'hui, avec la complexification du monde, avec la mondialisation, avec les technologies et tout ceci, c'est très difficile de nous situer et de nous orienter dans le monde, en particulier de nous orienter pour une action. Lui, c'est un vieux marxiste, Jameson, donc on pouvait croire à l'époque de Marx qu'on allait faire un parti communiste et puis ça, il nous dirait ce qu'il faudrait faire pour vaincre la lutte des classes et prendre le palais d'hiver. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, ce travail de cognitive mapping, d'essayer de cartographier là où, comment ça se passe, et pour nous de dire, bah tiens, on est là, ça c'est plutôt une bonne direction, ça c'est dangereux, etc. Ce travail-là, il a besoin, d'abord on a besoin de le faire, parce que ça en devient fou, et il me semble qu'appeler idéologie ceci, reconnaître que c'est une idéologie, reconnaître que ce n'est pas de la science, que c'est un mélange d'éléments plus ou moins rationnels, plus ou moins bien informés, puis un mélange d'hallucinations ou de choses qu'on croit parce qu'on n'a pas le temps de creuser ou qu'on veut croire parce que ça nous arrange, et que c'est cette big picture dont on a tous besoin qui nourrit ce qu'on appelle conspirationnisme, parce que très souvent, ça nous amène à voir ou à croire voir ou à croire à des choses qui peut-être n'existent pas, mais qui nous arrangent bien parce qu'elles nous rassurent ou elles confortent cette big picture. Et que cette big picture peut très bien être globalement ou massivement vraie en incluant des points tout à fait faux, des contre-vérités qu'on n'a pas vérifiées ou que ça nous arrange, dont on se fiche, etc. Bon, ça c'était les 3 premiers moments. Maintenant, je vais faire, il me reste du temps, donc je vais faire 3 moments un petit peu plus techniques. Et là, peut-être les gens qui sont du DIU, j'ai mis quelques titres d'articles qu'on a lus ensemble ou qu'on veut peut-être lire ensemble. Et donc, pour vous, ça sera peut-être un petit peu plus clair, mais j'essaye d'expliquer ça aussi aux gens qui n'ont pas lu les mêmes textes.
Donc le point 4, nos subjectivités personnelles se bricolent ou se précipitent, précipitent au sens chimique, à partir de nos idéologies collectives. Et j'illustre ça avec un penseur dont je vous invite tous à regarder. Alors il y avait un livre en 2003 qui s'appelait Being No One, donc le penseur il s'appelle Thomas Metzinger. Et ça m'intéresse de le convoquer ici parce que c'est quelqu'un qui est à fond dans le cognitivisme, les neurosciences. C'est pas quelqu'un qui prend son petit déjeuner à Tarnac ou qui vit avec la nature de façon un petit peu romantique. C'est quelqu'un qui parle le vocabulaire des neurosciences, qui travaille avec les gens qui travaillent sur les neurones miroirs, etc. Et qui nous dit, alors là peut-être que dans la discussion on aura le temps de revenir au texte, mais qui nous dit... le texte est « being no one » parce que le présupposé de la subjectivité qui est que nous avons un moi, que nous sommes une sorte de substance qui a sa matière propre de vision du monde, d'accès à une certaine vérité interne, etc., il essaye de le déconstruire et de nous dire ce que nous sommes, ce sont des appareils de traitement de l'information, que ces appareils de traitement de l'information, il leur donne 10 caractéristiques, je vous épargne la plupart des 10 caractéristiques, mais qu'en gros, nous construisons ces informations comme constituant un monde, et là c'est ce que je disais tout à l'heure, comme la cartographie. Nous sommes faits, nous sommes wired, câblés, pour qu'on ait l'impression de vivre dans un monde qui soit quand même un tout petit peu consistant, première chose. Deuxièmement, ce monde, nous en faisons l'expérience à travers une perspective, comme une sorte de window, de fenêtre que nous avons sur ce monde, et on va dire que c'est nos yeux, nos oreilles, notre appareil sensoriel. Et troisièmement, je prends que la troisième caractéristique, il y a quelque chose dans le fonctionnement de notre subjectivité que Louis appelle transparency, qui est un principe de dénégation ou une incapacité à voir le fait que justement nous ne sommes que traitement de l'information et nous sommes autre chose, enfin, on croit que nous sommes autre chose que des informations qui rentrent et qui sortent. Et on croit qu'il y a un moi, on croit qu'il y a quelque chose de substantiel qui serait antérieur, supérieur, plus essentiel, je ne sais pas, à simplement ce traitement d'information. Donc là, on a quelqu'un, il appelle ça « phenomenal self-model », un modèle du soi, du moi, de la personne, de la personnalité, de la subjectivité, mettez les différents mots, de la conscience, il commence son texte avec la conscience, et il essaye de déconstruire l'évidence que j'ai une conscience, je suis une conscience, voyant le monde et agissant dans le monde, en disant que c'est un modèle du soi phénoménal, et donc, voilà, il nous dit que c'est juste un composite de toutes ces choses-là, le composite incluant l'idée qu'il ne se conçoit pas lui-même comme un composite. Et donc là, pour nous, dans le DIU qui travaillons là-dessus, on travaille sur possession, dépossession, aliénation. Pour moi, c'est une des pensées les plus intéressantes parce qu'elle nous dit que l'aliénation, c'est de croire que je suis quelqu'un. Le titre « Being no one », c'est de croire que je suis one, que je suis un self, qui est une substance de mon self. C'est ça l'aliénation première. Et quand vous dites que c'est ça l'aliénation première, alors toutes les théories de l'aliénation ne marchent pas, parce que d'habitude, c'est ce moi, c'est cette conscience qu'on aliène, à travers la société du spectacle, à travers les religions, à travers tout ce que vous voulez. Donc là, une sorte de déconstruction de la prémisse même de l'aliénation, et au contraire, ce qui nous possède, ce qui nous aliène, ce qui nous possède, c'est de croire qu'on est un individu possessif, possesseur de soi, etc. Donc ça, c'était le premier point. Quatrième, cinquième point, c'est lié à ça, c'est quelqu'un d'autre qui s'appelle Andy Clark, qui a fait un très beau livre que je recommande à tout le monde, qui s'appelle Surfing Uncertainty, surfer l'incertitude. Et là, je trouve que pour ces questions de conspiration et de conspirationnisme, c'est un livre vraiment très, très important. Je résume par une formule que je prends de son livre ce qu'il nous dit. Nos perceptions sont des hallucinations contrôlées. Nos perceptions sont des hallucinations contrôlées. Et ce qu'il essaye de développer dans son livre, c'est la notion de predictive processing. Il faut que j'explique un tout petit peu ça pour les gens qui n'ont pas lu et pour voir en quoi, j'espère, ça se goupille avec ce que j'essaye de dire sur les conspirations. Donc Andy Clark, c'est quelqu'un qui a été rendu célèbre à la fin des années 90, je crois, pour ce qu'il appelle l'extended mind. Et l'extended mind, c'est de dire que mon esprit, il n'est pas seulement situé ni seulement dans mon cerveau,
ni seulement dans mon corps, à savoir mon cerveau, et puis les nerfs qui vont jusqu'au bout des doigts, qui innervent tout mon corps. D'habitude, on se dit que l'esprit, c'est à l'intérieur. Lui, il dit que, par exemple, quelqu'un qui est amnésique et qui a un petit calepin sur lequel il inscrit tous ses rendez-vous ou tout ce qu'on lui dit, parce qu'il sait qu'il va les oublier dans 3 minutes, le calepin sur lequel Otto, c'est le nom du monsieur, inscrit tout ce qui va fuir dans sa mémoire, ce calepin, c'est son esprit autant que son cerveau. Et Andy Clark nous dit, ça pose plein de problèmes de dire ça, ça pose le problème de la fiabilité du calepin. Si quelqu'un peut écrire des choses sans que je le sache, c'est comme s'il recablait mon cerveau. Donc ça pose plein de problèmes, mais de fait, il faut penser en termes d'extended mind. Donc le calepin d'Otto, c'est autant son esprit que son cerveau ou le nerf qui va au bout du doigt. Forcément, nous, avec nos téléphones portables, avec nos disques durs, avec tout ce que les médias enregistrent et distillent et préparent pour nous, l'extended mind, ça va se répandre dans plein d'endroits, dans plein de serveurs, ça va être très très compliqué à contenir, disons. Donc ça, c'était le premier moment de sa réflexion. Le moment ultérieur, 2016, avec Surfing Uncertainty, il s'oppose à un modèle qu'il dit être prévalent. Moi, je ne sais pas, parce que je ne travaille pas là-dessus, mais qui me semble être intuitivement prévalent, en tout cas dans la façon dont moi je concevais les choses, qui consiste à dire qu'est-ce que c'est que notre appareil perceptif, qu'est-ce que c'est que cette chose dont Thomas Metzinger nous a dit qu'elle s'illusionne en croyant qu'elle a une substance, mais en fait elle perçoit le monde à travers des fenêtres, etc. Intuitivement là-dedans, on se dit, on ouvre les yeux, on ouvre les oreilles, il y a des stimuli qui viennent, et puis qu'est-ce qu'on fait depuis qu'on est un petit enfant? On essaye de trouver des patterns, des régularités, des formes, des gestalts dans ces stimuli qui nous viennent. On les classe et on apprend que quelque chose qui a 4 pattes, qui miaule, qui vient se frotter à nous et qui nous mord pas trop, c'est un chat. Et puis on distingue un chat d'un chien, d'une autruche, etc., etc. Parce qu'on aurait juste ouvert les yeux et puis on voit les choses. Andy Clark dit c'est pas aussi simple que ça. La façon dont lui nous dit, et moi je n'ai pas vérifié, je ne sais pas, c'est une théorie qui moi me semble intéressante, mais la façon dont il reconstruit, c'est-à-dire, c'est plutôt des phénomènes de predictive processing, à savoir, je ne sais pas comment ça se passe quand on est un enfant ou un petit bébé, mais en tout cas maintenant, la façon dont nous fonctionnons, oui, nous ouvrons les yeux, mais notre travail, ça consiste à prendre quelques éléments très 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 peu nombreux dans le donné sensoriel et tout de suite de projeter du déjà connu, de projeter les formes. En fait, on connaît rarement, on reconnaît, et on passe notre temps à prédire par projection ce que sont, ça c'est un chat. En fait, j'ai vu juste une queue où j'ai vu un mouvement, et je reconnais le mouvement comme étant celui du chat, et je passe tout de suite à autre chose parce que j'ai reconnu mon chat, là je projette l'idée de chat, puis en fait peut-être que ça sera autre chose si je devrais regarder plus intensément. D'où l'idée, nos perceptions sont des hallucinations. La différence habituelle de dire vous fermez les yeux, vous avez des hallucinations ou des rêves, vous ouvrez les yeux, vous avez des perceptions, il problématise ça en disant ce sont des hallucinations, mais des hallucinations qu'on peut essayer de contrôler. Et le fact-checking, la dénonciation des conspirations, c'est justement cette activité de contrôler un peu les hallucinations que nous projetons constamment sur le monde et que nous projetons les uns les autres aussi. Avec la différence de se rappeler que ce n'est pas des méchants conspirationnistes qui viennent introduire des hallucinations dans quelque chose qui serait le regard de la réalité telle qu'elle est ou la vérité telle qu'elle nous rend par les sens. Il y a d'abord de l'hallucination, il y a ensuite des mécanismes de contrôle, et c'est au niveau secondaire de ces mécanismes de contrôle que oui, on a besoin des anticonspirationnistes, mais pas s'ils nous empêchent ou s'ils ne nous rappellent pas que l'hallucination serait première. J'en arrive au bout de ma première série, et ça va, il me reste encore un petit peu de temps pour la suite. Donc le conspirationnisme, que vous avez vu que j'ai toujours pas défini ce que c'était que le conspirationnisme, parce que là j'attends vos questions et que vous me grillez là-dessus. Le conspirationnisme est utile au sens où on a besoin d'une vision du monde qui soit englobante, et souvent ces visions du monde qui sont englobantes, elles simplifient la réalité, elles projettent, elles hallucinent des fois des intentions là où elles ne sont pas, elles hallucinent des agissements peut-être qui ne sont que partiellement vérifiables référentiellement,
Mais donc on ne peut pas se repérer dans le monde, pour reprendre le mot que j'utilisais tout à l'heure, sans idéologie. Donc les idéologies et le conspirationnisme étant un lieu de développement de ces idéologies, c'est utile, c'est inévitable, malheureusement, tout en étant à la fois dangereux, le trumpisme, etc., et endiguable. Merci de nouveau les fact-checkers, merci les gens qui les dénoncent. Pour finir sur ce point, la big picture dont je parlais tout à l'heure, et moi j'ai envie vraiment de lire ce qu'on disqualifie au nom de conspirationnisme, que ça soit de gauche ou de droite d'ailleurs, et là c'est là on pourra peut-être discuter parce que ça va devenir très très problématique, mais de lire ceci, ce phénomène, ce symptôme du conspirationnisme comme un besoin de s'opposer à, de résister, de récuser une idéologie, une big picture, qui est la big picture ou l'idéologie dominante de notre époque, que j'appelle ici ratio-économiste, rationnel économiste, croissantiste, capitaliste, appelez-la comme vous voulez, qui est blanche, qui est quand même venue de l'Occident et qui s'impose un petit peu sur toute la planète, et qui, du point de vue environnemental, du point de vue social, etc., me semble de fait plomber notre avenir. Donc, oui, je dirais, faisons du fact-checking pour montrer que certaines choses sont données, on contrôle les hallucinations pour dire qu'il y a plein de choses qui circulent et qui sont fausses. Rappelons-nous que dans un certain nombre de mouvements, sans doute pas tous, et il faudrait de nouveau être beaucoup plus fin là-dessus, mais que dans un certain nombre de ce mouvement, y compris les anti-vax dont on se moque tellement en disant que regardez à quel point c'est irrationnel, il y a peut-être une rationalité de résistance justement à quelque chose qu'on peut appeler Big Pharma, et que Big Pharma, c'est à la fois du conspirationnisme, parce que je ne pense pas qu'il y ait des réunions où ces gens-là se réunissent pour faire des plans à 20 ans, pour savoir qu'est-ce qu'on va introduire comme virus, et puis qu'est-ce qu'on va faire comme vaccin pour gagner de l'argent. En même temps qu'il y ait quelque chose qui s'appelle Big Pharma, où il y ait des intérêts énormes en jeu, où il y ait des calculs, des anticipations, des prédictions faites pour savoir comment on va faire marcher la machine à médicaments et la machine à profit en fonction de ce qu'on va trouver comme virus. À mon avis, c'est quand même un tout petit peu une évidence, et c'est comme ça, et c'est ni bien ni mal en soi. Et donc, ce dont on aurait besoin, c'est d'une sorte de pondération raisonnée, juste et basée sur des faits, de nos perspectives contradictoires sur la nature, sur l'environnement, sur les médicaments, etc., etc. Il me reste 10 minutes, et sur ces 10 minutes, je vais juste survoler un certain nombre de petites thèses qui pourront peut-être prêter à discussion par la suite. Les deux premières, on les connaît déjà. La deuxième, l'hallucination sous-tend la perception, c'était ce que je vous avais dit de Andy Clark. Le fait que la motricité prime sur la sensorialité, là moi je tire ça de Simondon, Gilbert Simondon, le penseur de la technique et de l'individuation, qui, dans le texte, dans ses cours sur l'imagination, est-ce que j'ai le temps de dire ça? Oui, peut-être rapidement. Il nous dit qu'il y a 4 phases dans l'image. L'imagination, la capacité à imaginer quelque chose, à faire une image de quelque chose. Il dit que pour comprendre ce que c'est que l'imagination, c'est une dynamique en 4 phases. La première phase, c'est celle-là qui m'intéresse. Il dit c'est d'abord une phase motrice, ce qu'il appelle l'image a priori. Et l'exemple que je prends toujours, c'est l'image a priori, la première image a priori selon Simondon qu'on aurait eue en arrivant au monde. Moi, je dis toujours que c'est ça. Alors, ce n'est pas une image qu'on a dans la tête, c'est un mouvement. Et ce mouvement, ça nous dit qu'on arrive sur cette planète, enfin on sort, parce qu'on y était déjà, mais on devient presque, on a l'air d'être séparé de la maman, de la famille, de la société, etc., en arrivant sur Terre. Et il y a quelque chose qui attend, c'est une attente d'un biberon, d'un sein, de quelque chose qui va venir nous nourrir. Et donc ça, pour Simondon, ça serait de la motricité, une image motrice. Et il me semble que quand on vote pour Le Pen, pour Trump, pour Macron, etc., c'est toujours ça. On est des suceurs, suckers. Mais c'est bien d'être des suceurs, parce que si on n'était pas des suceurs, eh ben, on ne serait pas là. On serait mort. Moi, j'ai failli mourir après 30 jours, parce que justement, je suçais, mais ça ne passait pas. Donc, c'est bien de sucer. C'est bien la motricité, etc., que ça passe, c'est absolument essentiel. Mais de tout le long de se dire,
c'est nos capacités de nous nourrir, de satisfaire nos besoins, donc de bouger. Les gilets jaunes, la motricité, c'était très très important. La motricité prime sur la sensorialité. L'hallucination, donc, je vais penser, je vais voir, je vais halluciner, je vais croire, ce qui me permet de bouger ou de me nourrir. Et puis peut-être que ce n'est pas complètement vrai, peut-être qu'il y a des trucs qu'on a un peu forcés, qu'on hallucine un peu, mais j'en ai besoin parce que c'est ça qui me nourrit. L'hallucination, on a vu. La socialité prime sur la factualité. Là, c'est simplement de reconnaître qu'on croit toujours avec, et que c'est beaucoup plus important de croire avec que de croire que. Et voilà, donc là, je vois que vous approuvez, donc, principe général. La complexité corrode l'unanimité, et je veux juste pour rigoler, je vous mets ça en anglais, parce qu'en anglais, ça marche bien, parce qu'on peut mettre le mot « trumps ». Hein, ça écrase. Et pour moi, ça, c'est une belle définition du Trumpisme, tout ça. Donc, chaque fois que vous voyez Trump's sensoriality, Trump's factuality, etc., quand prime sur, ça serait, pour moi, ça, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qui fait la puissance de l'image de Trump. Donc, la société prime sur la factualité, on a vu. La complexité corrode l'unanimité. Au fur et à mesure que nos sociétés se complexifient, vous savez, complexifier, ça veut dire complicare. Plicare, c'est plier. Impliquer, c'est plier dedans. Expliquer, c'est déplier. Compliquer, c'est plier avec. Nos sociétés, elles se plient et se replient sur elles-mêmes en fonction, moi je dirais, des médias. Qu'est-ce que c'est que les médias? Qu'est-ce que c'est que Lucy Parica qui définit les médias comme des pliures de nos réalités, foldings, des pliures de nos réalités, pliures du temps. On peut écouter des choses qui sont enregistrées il y a 6 mois ou il y a 20 ans, pliures de l'espace, on peut parler avec quelqu'un qui est au Japon, et pliures, dit-il, de l'agentivité. Je peux cliquer sur quelque chose et faire qu'un produit arrive à ma porte dans quelques heures, parce que simplement j'ai cliqué quelque chose, j'ai tout ce système de médias qui enclenche plein de réactions qui font que le produit va arriver à ma porte dans quelques heures. Donc, cette complexité, le fait qu'on soit complètement pliés les uns avec et les uns dans les autres, ça rend notre monde complexe, compliqué, difficile à comprendre. Je parlais tout à l'heure de cartographie, cognitive mapping, je parlais de perspective. Ça serait déjà assez compliqué si on avait une carte et d'essayer de se repérer sur la carte, mais si vous pensez qu'on est dans un millefeuille de cartes superposées, là, ça devient vraiment impossible. Et donc, de trouver l'unanimité des perspectives, des croyances, etc., dans un monde aussi compliqué, je crois que c'est un défi que nous devons, dont il faut mesurer un peu l'impossibilité. 5e point, la miniaturisation multiplie les perspectives. Là, quand je parle de miniaturisation, je parle de ça. Et là, je parle très précisément de ce qu'on peut faire aujourd'hui lorsqu'il y a une violence policière dans la rue et qu'on peut filmer la violence policière. Qu'est-ce qui se passe? C'est la miniaturisation de ce qui, avant, demandait une télévision, une équipe de télévision, des caméras, des micros, etc., qui n'étaient pas forcément dans la rue lorsque une personne afro-américaine se faisait tabasser aux États-Unis. Maintenant, il y a très souvent un téléphone dans la rue et on peut filmer ceci. Donc ça fait quoi? La miniaturisation, ça multiplie les perspectives. Il n'y a plus que le discours de la police qui nous dit il était armé ou il allait nous tirer dessus. Il y a un film fait par quelqu'un qui est dans la rue parce qu'il a un petit appareil de télévision miniature qui peut donner la perspective, une autre perspective sur cette réalité. Et là, forcément, ça reconfigure, ça ne crée pas forcément des conflits, mais ça reconfigure la conflictualité. L'antagonisme consolide les communautés, ça c'est quelque chose qu'on dit très souvent, se trouver un bel ennemi, c'est une bonne façon de tenir ensemble. Donc, et là, dans le conspirationnisme, c'est clair que c'est central dans le conspirationnisme de se dire, voilà, il y a une conspiration qui est là pour nous nuire, on va l'halluciner si elle n'est pas là, et ça va nous permettre de nous retrouver les uns les autres et d'agir ensemble. Voilà. 7e, l'intelligibilité prime sur la complexité. Cette complexité dont je parlais tout à l'heure, on a besoin, c'était ce que j'assignais à l'idéologie, on a besoin de pouvoir s'y repérer, on a besoin de penser que c'est quand même qu'on a une prise là-dessus, que qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire, et donc on va simplifier, on va réduire cette complexité pour essayer de rendre les choses intelligibles, et en ce sens, les sciences sont déjà des simplifications des relations causales qui sont beaucoup plus compliquées que ce que chacune des perspectives scientifiques peut nous amener à comprendre, et
les complotismes sont encore une simplification encore plus radicale, encore plus hallucinée et différemment hallucinée de cette complexité du monde, mais toutes s'inscrivent, il me semble, dans une sorte de continuum où on essaye de saisir, d'avoir une prise, d'avoir une prise sur le monde. Il m'en reste deux, et après je vais pouvoir m'arrêter, on va pouvoir discuter. L'extractivisme oblitère le multiperspectivisme. Alors, ça devient de plus en plus compliqué. Donc vous avez compris que ce que j'essaye de promouvoir, enfin de dire dont on a besoin, qui est déjà là, mais qu'on peut promouvoir comme tel, c'est la multiplicité des perspectives, pas seulement le discours policier qui dit qu'on a eu raison de tuer ce monsieur parce qu'il était dangereux, mais le téléphone portable qui filme l'interaction telle qu'elle a eu lieu. Et au-delà de ce cas très particulier d'entendre des perspectives de femmes qui ont été soumises à des harcèlements, d'entendre des perspectives de minorités qui n'ont pas accès forcément à la parole autorisée, etc. Donc le multiperspectivisme, on en a besoin. Ce que j'appelle extractivisme ici, c'est l'extractivisme attentionnel dans le capitalisme de plateforme, où là, alors il y a deux effets qu'il faudrait tempérer. Je devrais peut-être rajouter un 10e point ici. Là, je ne prends qu'un de ces effets, qui est de dire les plateformes vivent en vendant notre attention, enfin en moissonnant notre attention et en revendant notre attention. Elles ont très bien compris, et nous le savons aussi très bien depuis pas mal d'années, que pour moissonner ce maximum d'attention, elles ont tendance à sélectionner la circulation de certains messages qui sont plus efficaces pour moissonner de l'attention. Et donc, il y a des effets de regroupement ou des effets de simplification des perspectives, souvent de façon simplement oppositionnelle, et que cet extractivisme donc attentionnel a tendance, est en contradiction ou a tendance à diminuer ce que les moyens techniques nous permettraient de développer en termes de multiplicité de perspectives. De nouveau, on pourrait y revenir. Je veux juste avoir un tout petit peu de temps pour le dernier point qui me semble peut-être le plus intéressant pour nos histoires de conspiration. Et de nouveau, là, je m'aventure dans un terrain que je ne connais pas du tout, parce que moi, je ne suis pas du tout ni sur Twitter, ni sur les réseaux sociaux. Donc, j'imagine ce que ça peut être que de faire un tweet et de se voir retweeter. Mais ça ne m'est jamais arrivé comme expérience. Donc, j'hallucine des choses, et peut-être vous avez cette expérience-là. Mais il me semble, de mon point de vue, moi, je viens du XVIIIe siècle, que lorsque je regarde Twitter, et ça depuis le XVIIIe siècle, il y a quelque chose comme des vertiges de la viralité sur plateforme contemporaine. Et les vertiges, là, il faut que je fasse un tout petit développement, c'est un passage par un penseur français qui s'appelait Roger Caillois, que vous connaissez peut-être, et que vous connaissez peut-être pour ses théories du jeu. Il a fait un superbe livre sur l'homme et ses jeux, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'est des années 50, il me semble. Et il nous dit qu'il y a 4 types de jeux. Il y a les jeux de hasard, les dés, les jeux de lutte, de compétition, poker, etc., l'un contre l'autre, ou échec. Il y a les jeux de rôle, on joue un rôle. Et puis, il y a les jeux, il appelle ça I-Lynx. Je ne sais plus où est le Y, mais il y a un Y quelque part, je crois, I-L-Y-N-X ou quelque chose comme ça. C'est le mot grec pour dire vertige. Et les exemples qu'il prend, c'est la balançoire. C'est bizarre, balançoire, mais balançoire, ça serait une forme de jeu. Et le jeu, c'est pas de la compétition, c'est pas un jeu de rôle, c'est pas le hasard. Il y a quelque chose dans le vertige. Alors après, il me semble, je pense que c'était pas de son époque, mais le bungee jumping, moi j'ai pas plus fait de bungee jumping que de faire un message sur Twitter, mais j'imagine que le bungee jumping, ça doit assez bien illustrer cette histoire de vertige. Et, alors là, c'est une autre hypothèse que je vous propose, et vous me direz si ça joue ou pas. Quand on lance quelque chose et que ça se fait retweeter 1 fois, 2 fois, 10 fois, 1000 fois, 10 000 fois, etc., ce que j'ai entendu des témoignages des bipèdes sans plumes qui me disent ce que ça fait, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe quand on se fait retweeter et que ça devient exponentiel. Et on voit d'ailleurs, ça finit mal, parce que les gens qui se font retweeter comme ça, au bout d'un moment, ils commencent à dire des choses qui leur échappent complètement, mais que c'est de l'ordre alors que j'appelle justement vertige, du ludisme, ce jeu d'I-Lynx, de la viralité, qui souvent en arrive à primer sur les calculs d'intérêt. Je devrais faire ça pour soit devenir riche, soit avoir un impact politique important, ou de nouveau sur les rationalités politiques. Et il me semble, alors c'est ce que j'essaye de pointer à travers cette 9e proposition, les vertiges du ludisme viral peuvent primer sur les calculs d'intérêt ou les rationalités politiques.
quand j'entends ce qui a l'air de se débattre autour des réseaux sociaux et du fait que X a dit ceci, que Y a dit cela, que c'est pas tolérable, que c'est pas machin, moi je subodore ou j'hallucine ce principe-là de fonctionnement. Et il me semble que si on le remet dans le dessin, on retombe un petit peu sur ce que je disais sur des histoires de vérité, d'attention littéraire et de déniaisage. Ça serait peut-être un cinquième facteur, la narrativité, la perspective, l'énonciation, l'interprétation, et puis le côté vertigineux de la communication virale, qui n'appartient pas à la tradition des études littéraires en général, mais qui me semble peut-être importante ici. Alors là, je suis arrivé au bout de mon temps de parole, je crois. Et donc maintenant, si on veut faire les questions, je laisse ces références-là, parce que peut-être qu'on pourrait y faire référence plus tard. Bon, je me tais. Si tu veux terminer... Non, mais je préférerais qu'on discute, okay. Parce que là, je lance des trucs, et puis on verra ce qui... Donc, discussion, soit ici, soit je crois en ligne, je ne sais pas comment vous faites. Merci beaucoup. Ça va? Alors, je pense que les questions ne manqueront pas. Aussi à distance, vous pouvez l'écrire. Voilà, je vais demander bientôt dans la salle. Je vais quand même réagir voilà, en première. J'avais deux questions, provocations peut-être. Une, c'est alors quel est le rôle des médias traditionnels? Je pense vraiment la télé mainstream. Est-ce que le rôle, c'est garder cette conception synthétique, parce que c'est le big picture. Alors on critique les faits qui ne font pas du fact-checking, mais sont plutôt là. Et la deuxième, voilà, j'ai fait directement la deuxième, je m'interrogeais, voilà, on a plusieurs séries télévisées, alors il y aura sûrement des références des littératures, voilà, parce que voilà, si je pense à Lost, qu'on se voit des centaines d'épisodes pour après découvrir à la dernière épisode qu'en effet c'était toute une hallucination contrôlée, il y a un autre monde, ils sont morts. Ou voilà, des good plays, on voit une série des épisodes, on pense qu'ils sont en paradis, et en effet, ils sont à l'enfer. Est-ce qu'on peut vivre cette expérience qu'après, je ne sais pas, une phase de notre vie dans laquelle on est dans une hallucination contrôlée, et en effet, quelqu'un peut nous révéler une vérité différente? Ok, merci beaucoup. Alors, sur la deuxième question, je vais passer très vite parce que je regarde malheureusement pas de série, j'ai jamais vu Lost, et là je vais dire des âneries encore plus parce que je connais pas du tout. Donc je suis sûr que c'est super pertinent, mais là je peux pas me positionner face à ça parce que je connais pas. Sur la première question, là je peux peut-être dire juste deux ou trois choses. Sur le changement de statut, il me semble, dans ce qu'on peut dire de la télévision, tu as dit télévision mainstream, je crois, la télévision mainstream. Moi, je suis toujours... Il y a un théoricien des médias que j'aime beaucoup, qui est Wilhelm Flusser, dont toute la pensée, me semble-t-il, nous dit, dès les années 70, donc Wilhelm Flusser, c'est un penseur tchèque d'origine, qui fuit le nazisme, qui va au Brésil pendant une vingtaine d'années, puis qui passe les 20 dernières années de sa vie en France et en faisant des conférences en Allemagne, dans toute l'Europe d'ailleurs, et qui, en 1970, fait un texte qui nous explique que le monde des médias tel qu'on le connaît à l'époque, essentiellement radio et télévision mainstream, est une sorte de chape de plomb et de bêtises qui nous empêche de comprendre la période dans laquelle on vit, qui est une sorte d'étouffement de la démocratie, et que si jamais, ce qu'il est en train de voir comme devenant possible, on pouvait avoir des sortes de téléphones, dit-il, dans lesquels on incorporerait un écran et une caméra, qui fait qu'au lieu de recevoir les images de la télévision depuis l'ORTF, ou je ne sais pas, qui nous viennent comme ça, et puis on les regarde dans notre salon, on puisse chacun devenir média, devenir télévision nous-mêmes, alors le dialogue social reprendrait, alors la démocratie enfin arriverait, alors... bon, et que ça, c'est la transformation majeure. Et donc, dans ce schéma-là, Flusser, 1970, la télévision mainstream, c'est l'horreur. Ça aplatit tout, c'est soit la voix du gouvernement, soit la voix du capitalisme, etc. etc.
moi, je continue à croire au rêve de Flusser en 70. Je trouve que c'est génial qu'on puisse tous devenir télévision. Il ne faut pas perdre de vue, ça c'est quand même génial. Je prends des histoires de multiple perspectivisme et autres. C'est extraordinaire. On commence même pas à comprendre ce que ça peut vouloir dire en termes de démocratie et autres. Maintenant, on sait que ça cause d'autres problèmes. Mais la phrase suivante de Flusser dans cet article, c'est de dire... alors ça sera... Parce qu'il fait une opposition entre le discours et les dialogues. Les discours, c'est la télévision qui nous balance justement de l'idéologie. Et les dialogues, c'est le multiperspectivisme, des gens qui ne sont pas d'accord et qui filment des images dans des perspectives différentes, etc. etc. Et il dit, sitôt qu'il imagine ce monde-là, il dit « Ah, peut-être que dès que ça sera en place, on aura un manque de discours. » Justement, c'est du côté de l'idéologie, du côté de ce qui permet de rassembler dans quelque chose d'un petit peu commun et d'un petit peu qui fait monde commun, c'est ce discours qui va manquer. Donc là, il me semble qu'avec ce texte de Flusser et avec cette réflexion, on voit bien que la télévision mainstream, c'est à la fois la pire des choses. Il n'y a qu'à voir comment on voit aujourd'hui, même, je ne sais pas, France 2, etc., les guerres en Ukraine, les guerres en Palestine. Moi, je trouve ça vraiment, pour le coup, hallucinant. Mais hallucinant dans le sens que ça nous projette les pires hallucinations possibles. Donc on peut critiquer tout ça. Et en même temps, on ressent le besoin d'avoir quelque chose comme un discours qui est quand même un petit peu structuré, et il y a quand même un petit peu de fact-checking qui se fait, et pas chacun qui balance sa perspective et ses hallucinations dans son coin, et qu'il y a vraiment un retournement qui s'est fait, qui à la fois dédémonise peut-être la télévision, par rapport à ce que Flusser disait, tout en gardant tout à fait vivide la critique qui peut, vivace la critique qu'il pouvait avoir. Donc là, ce retournement, je trouve que c'est que je dois encore répondre plus précisément, puis après je m'arrête. Moi, et je m'astreins, pas tous les soirs, mais quand je peux, à regarder à 20h les nouvelles, le BBC et puis France 2, et là, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment l'impression d'être dans la conspiration, mais de tout moment. C'est vraiment la conspiration totale, ou les conspirations totales, et qu'en même temps, on a besoin de ça. Et ça me permet de dire, après vraiment je me tais sur cette première question, ce qu'on appelle conspiration, là c'est dans le dossier de multitude qu'on a fait, on a mis un texte de Stefano Harni et Valentina Desideri qui s'appelle une conspiration sans complot, et d'essayer de distinguer complot et conspiration, de ramener conspiration à l'étymologie qui est de respirer ensemble. Et ça, le manifeste conspirationniste, non, il n'est plus là, mais il le fait aussi, hein, d'essayer de distinguer, je ne l'ai pas fait au début parce que je voulais essayer de parler large, mais de se dire, j'y crois pas qu'on puisse vraiment distinguer les deux, mais essayer quand même de se dire, il y a une polarité qui serait complot au sens plot en anglais, hein, le plot en anglais c'est l'intrigue, raconter une histoire, et c'est en général une histoire où il y a quelques personnes qui sont démoniaques, qui ont un pouvoir énorme et qui nous enfument. Et ça, je crois que c'est rarement vrai dans ce sens-là. Donc ça, c'est le plot ou le complot, et là qu'on puisse s'en méfier tant qu'on veut, oui. En gardant la nécessité de la conspiration, si c'est de respirer ensemble et d'être un peu sur la même longueur d'onde, d'où quelque chose comme un média mainstream, ça peut, qu'on soit pour ou contre, mais ça peut aider à conspirer quand même dans ce sens-là. Je ne sais pas si ça reprend un peu ta question. Pardon. Oui, j'aurais... Voilà, Arnaud Esqueré, je suis sociologue, directeur de recherche au CNRS. Écoutez, je dois dire que je suis un peu... j'ai un certain nombre de réserves par rapport à vos propos. Le premier, c'est sur le manifeste conspirationniste que vous présentez sur le même plan que d'autres livres. D'abord, il n'a pas été attribué au comité invisible, mais il a été attribué à Julien Coupat. Et comme vous le savez, en fait, il y a certains membres qui ont pris leur distance. Non, mais vous avez fait référence à ça, donc je le signale quand même. Et par ailleurs, comme vous le savez, c'est un texte qui a été traduit par une maison d'extrême droite en Allemagne. Donc il faut quand même resituer un tout petit peu ce que c'est que ce texte dont vous n'avez pas dit un mot du contenu. Un deuxième élément, c'est que cette histoire des conspirations, ou ces conspirations, ou ce conspirationnisme, il s'inscrit dans une histoire qui est, si on le reprend depuis la Révolution française, une histoire de l'anti-maçonnisme et de l'antisémitisme. Et on ne peut pas faire comme si c'était évacué, surtout que dans un certain nombre de textes, on retrouve cet antisémitisme ou cet anti-maçonnisme. Donc ne pas le mentionner du tout est pour moi un peu problématique.
surtout quand vous arrivez à l'idée que le conspirationnisme est utile. Un troisième élément, c'est sur la question de la vérité. Il y a énormément de choses qui ont été dites et écrites, etc., sur la vérité. Je trouve que commencer sur la vérité n'existe pas, et puis ensuite il y a des vérités. Enfin, je pourrais vous renvoyer un texte de Bouvresse sur la distinction entre vérité et ce que l'on tient pour vrai. Mais on a besoin d'une idée de vérité. Enfin, je vais aller vite sur ce point, mais en tout cas, je trouve ça tout à fait contestable. Et vous avez... et puis je terminerai juste sur une phrase que vous avez dite à la fin, qui est science et complotisme sont un continuum pour avoir une prise sur le monde. Je suis en désaccord complet avec cette phrase. Je plaçais sur le même plan la science et le complotisme, et problématique à bien des égards, y compris dans le discours que vous tenez, parce que la science peut aussi avoir un discours qui vise à étudier en fait ce qu'on pourrait dire être le complotisme ou le conspirationnisme, qui se présente en général sous forme d'accusation. Vous avez mis en avant des éléments qui sont des éléments linguistiques, mais vous n'avez pas pris en compte les contextes d'énonciation. Or, en réalité, à part le manifeste conspirationniste, en général, on est dans des dénonciations de conspiration ou de complot. Enfin, le manifeste lui-même est une grande dénonciation, mais son titre, il se trouve, il s'appelle Manifeste conspirationniste. Donc, voilà, je suis un petit peu, vous l'entendez à ma voix, un peu agacé, mais je ne pouvais pas ne pas l'être après vous avoir entendu. Il y a d'autres ouvrages que ceux que vous avez montrés par ailleurs sur ce sujet. Il y en a un qui s'appelle Énigmes et complots de Luc Boltanski, dont je vous recommande la lecture. Tout à fait, et j'aurais dû le mettre ici. Merci beaucoup. Ok. Donc là, il y a plein de points, et j'ai envie de dire, je suis a priori d'accord avec tout ce que vous faites comme correctif, et j'ai pris la précaution de dire que je faisais un petit peu le pitre et que je tordais le bâton dans une certaine direction, parce qu'il me semble que tout ce que vous dites, on le dit, et on a raison de le dire. J'ai dit, Bronner, pour moi, ce n'est pas du tout un ennemi. Le travail qu'il fait, c'est très important, et je le lis, et je suis très, très content qu'il le fasse. Tout ce que vous avez dit, ça me semble essentiel. Moi, j'avais 50 minutes, et j'ai essayé de tordre le bâton dans un autre sens. Donc ça, c'est juste pour... je ne vais pas du tout récuser ce que vous avez dit, parce qu'il faut le dire. Là, j'avais que 50 minutes. Ce que vous dites, il me semble que ça circule assez largement. Donc je n'ai pas besoin de rajouter de l'eau à ce moulin-là, mais ce n'est pas pour dire que c'est un mauvais moulin ou que c'est faux, c'est juste que moi, ce n'est pas ce que j'essaye de faire, parce que j'essaye de décadrer un peu les choses. Maintenant, si on veut prendre, alors je ne sais pas combien de temps on a, mais si on veut prendre les différents points que vous avez eus, que le manifeste, alors ce serait possible de remettre les... Voilà. Que le manifeste soit ceci, que ça soit édité par une maison d'extrême droite, bah, moi, a priori, ça me fait problème. Si j'étais coupable, sans doute que ça me ferait problème. Peut-être que ça ne lui fait pas problème. À la fin du manifeste, ils ouvrent une sorte de porte qui leur a beaucoup été... Enfin, qui lui, je sais pas, moi je ne sais pas qui c'est. Hein, donc moi j'ai dit que c'était anonyme. On dit ceci, vous dites que c'est coupable. Voilà, moi je ne sais pas. Hein, ça m'est égal. Moi je dis il, parce que je ne sais pas qui c'est. À la fin, il y a effectivement une porte qui est ouverte. Et moi j'essaye, enfin dans le texte Ilmuté, on reprend un article de gens qui ont édité un article dans le Boston Review qui parle de diagonalisme. Alors peut-être que ça, il faudra qu'on discute de ce que ça vaut, cette idée de diagonalisme. Moi, elle me semble intéressante de dire ce qui s'est passé avec des gens qui descendent dans la rue, avec des questions de vaccins, où on avait en même temps des gens qui se réclamaient d'une idéologie, d'une écologie anticapitaliste, et des gens qui se réclamaient d'une sorte de libertarianisme nationaliste, très très différents. Moi, je peux m'identifier à certains et pas du tout à d'autres. Mais le fait est, que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas, qu'ils se trouvaient ensemble dans des mêmes manifestations. Et là, il ne s'agit pas de dire que c'est bien, il ne s'agit pas de dire que c'est la même chose. Pour moi, il s'agit de dire qu'il y a quelque chose qui se passe, qui s'est peut-être passé, ce n'est pas forcément nouveau, hein, ce qu'on appelle extrême gauche et extrême droite aient pu se réunir sur certaines choses. Vous connaissez sans doute mieux l'histoire que moi, et on sait que ça s'est fait, avec des résultats très très mauvais. Le fait est qu'il y a quelque chose qui s'est passé qu'on peut appeler diagonalisme et qui, pour moi, n'invalide pas, pour moi c'est intéressant comme élément,
mais ça n'invalide pas ceci, et d'autant plus que moi j'ai fait attention à ne pas, je crois, hein, peut-être que ma langue a fourché, mais j'ai pas fait l'éloge, ou j'ai pas dit que la science, il y avait un continuum entre la science et le complotisme, ou peut-être que je l'ai dit, c'est enregistré, donc peut-être, moi je voulais dire en tout cas le conspirationnisme. Et pour moi j'essaye justement de faire un petit peu la distinction entre les deux, même si je crois qu'elle n'est pas, très très watertight, elle n'est pas imperméable et rigoureuse. Maintenant, que ça soit des dénonciations, des accusations, de nouveau, je suis complètement d'accord. Alors, de commencer en disant que la vérité n'existe pas, ça, c'est pas seulement de la provocation idiote. J'ai vraiment envie j'avais mis la vérité. C'est pas qu'il n'y a pas de vérité. Le truc suivant, c'est la prétention de définir la vérité au singulier déterminé. Ça, moi, franchement, j'ai un problème. Si c'est de dire que la vérité de ce meuble, c'est qu'il fait 2 mètres et pas 1,80 m, ah oui, là on est d'accord. Mais ça, c'est pas la vérité. C'est une vérité sur ce meuble. Chaque fois que quelqu'un vient pour me dire la vérité, c'est ça, et qu'on ne peut pas identifier si ça se mesure à 1,80 m, ouais, moi, franchement, j'ai de la peine. Mais ça ne veut pas dire que tout est vrai, que tout est faux, que tout ça se mélange, etc. Ça veut dire qu'il y a des vérités et il y a des contre-vérités, mais que de conjuguer ça au singulier déterminé, moi, je m'en méfie, c'est tout. Peut-être que je n'ai pas compris quelque chose, mais en tout cas, moi, et ça, je le revendique, et pour moi, ce n'est pas du tout du relativisme, ce n'est pas de dire que tout se confond, que la droite et la gauche, c'est la même chose, qu'on peut être antisémite, absolument pas. C'est un point d'épistémologie. Et dernière chose, vous avez souligné, ça ne vous a pas convenu que je mette tout ça sur le même plan, c'est depuis le rapport Bronner jusqu'à Manifeste conspirationniste. J'ai commencé par dire, je crois, que je regardais ça en littéraire, et il me semble qu'une des vertus de l'approche littéraire, c'est de se dire que tout ça, c'est des textes qui n'ont pas du tout les mêmes effets, comme vous avez dit, qui n'ont pas du tout les mêmes régimes d'énonciation, qui n'ont pas du tout voilà, qui peuvent être plus ou moins dangereux, plus ou moins criminels, etc., qui ont chacun leur spécificité, mais je revendique le droit de lire ceci comme une série de textes qui ont chacun une part de quelque chose qui fait référence et qui peut être de l'ordre d'une vérité, même si ce sont des idéologies, des épistémologies contradictoires, et que l'enjeu avec les platistes, et de nouveau je ne crois pas que la Terre soit plate, c'est d'essayer de les lire comme on lit Montaigne, comme on lit un récit de science-fiction, en essayant de voir qu'est-ce qui a pu pousser à produire cet imaginaire-là. Qu'est-ce que cet imaginaire peut nous apprendre, et de le prendre comme un imaginaire qui, de nouveau, n'a pas les mêmes effets qu'une enquête avec, je ne sais pas, 150 personnes qui ont été mobilisées, qui ont été élues, etc. Donc ça n'a pas le même statut, mais de les lire comme des textes et de leur donner un crédit en tant que texte, ça, il me semble que c'est mon boulot de littéraire que j'ai envie de défendre, parce qu'il me semble de nouveau que ça ne produit pas la vérité, mais que ça peut produire, si c'est, mais peut-être que c'est un échec, 50 minutes de discours qui disent un petit peu des choses différentes de ce qu'on entend et qu'on a raison d'entendre, parce que c'est des choses qui sont aussi vraies, et qui sont partielles, me semble-t-il. Il y a une question à distance. Alors, Amélie Charles fait une thèse sur les généalogies équines. Bon, on bouge un peu des sujets. Et elle dit, les éleveurs suivant ont des croyances voilà, qui peuvent avoir des effets sur la vente des chevaux, sous l'interprétation des généalogies qu'on peut considérer comme conspirationnistes. Alors, elle demande comment tu mettrais en relation les concepts des conspirationnismes avec les concepts des mythes, dans lesquels on entend mythe comme l'entretien d'une tradition. Ok. Alors là, sur les questions équestres, là, je dois dire que je suis un peu coincé, parce que je ne vois pas vraiment à quoi on fait autre exemple. Mais sans doute que c'est intéressant. Après, c'est justement les exemples concrets qui sont intéressants. Là, si je dis des choses sur les mythes, en général, ça va être banal à pleurer. Ouais, donc là, j'arrive pas à faire le lien avec le truc équestre. Maintenant, oui, alors moi, je parlais d'idéologie. On pourrait dire idéologie, pourquoi pas avoir parlé de mythes. En plus, j'ai dit que c'était des histoires de narrativité, donc on pourrait tout à fait parler de mythes. Pour moi, mythe, c'est un terme un petit peu, quand même, assez fortement imprimé par de l'anthropologie, par des savoirs que je ne maîtrise pas. Et donc, voilà, donc je ne l'avais pas mobilisé ici. Que ça soit des histoires, et alors peut-être ça serait les questions justement de remettre une critique de la place centrale de l'antisémitisme dans
toute une tradition historique complotiste, là effectivement de dire que c'est des mythes qui circulent, qui se reproduisent, qui prennent des formes très très différentes, qui ont des structures d'interprétation du monde, qui poussent à faire un certain nombre de jugements. Et là, oui, ça c'est toute une... Enfin, ça, de nouveau, je ne sais pas par rapport aux généalogies équestres, mais qu'on puisse tout à fait aborder ça de ce point de vue-là, tout à fait. Ouais. Il y a d'autres questions dans la salle? À distance? Moi, j'en aurais peut-être une pour... on a dit qu'on jetait des choses, donc je jette une question pas hyper précise, plutôt pour avoir une idée de ce que ça vous évoque, si vous avez une idée précise ou floue sur la question. En fait, vous avez évoqué l'idée des bulles à filtre, un petit peu, l'idée de l'enfermement, de l'envoûtement dans une question donnée. Alors, il y a dans un point de vue, dans une série de points de vue limités, je voudrais savoir si vous arriveriez à faire le lien avec je vais faire un détour par la littérature en informatique. Il y a un papier en informatique qui a fait pas mal de bruit en 2017, qui s'appelle « Attention is all you need », qui décrit un mécanisme qui n'a pas inventé, mais qui est le système avec lequel les larges modèles de langue apprennent à faire attention à un mot pour en prédire un autre. Voilà. Est-ce que ça vous évoque quelque chose sur le rôle peut-être de l'intelligence artificielle dans ces bulles à filtre, si elles existent, et si elles n'existent pas, de même, est-ce qu'il y a un rôle à jouer pour ces algorithmes que ici, avec nos travaux de recherche, on se propose d'utiliser quand même comme outil de travail pour comprendre les médias. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je vois deux questions, et peut-être voilà, m'aider à articuler les deux, parce que je ne suis pas capable de le faire. Je crois qu'il y a d'un côté la question des bulles de filtre, etc., etc., qui, alors là, c'est, comment s'appelle le type qui avait fait un livre là-dessus il y a quelques années, forcément je suis vieux et j'oublie la mémoire, mais ça fait au moins 10 ans qu'il identifiait le fait que lorsque j'ai une histoire de recherche Google, plutôt du côté du Parti républicain aux États-Unis ou plutôt du côté du Parti démocrate ou écologique, et que je fais la même recherche sur Google, par exemple sur une fuite d'un truc de forage pétrolier dans le golfe du Mexique, sur le même événement, j'ai des résultats très différents, soit qui me montrent que c'est la catastrophe environnementale, que BP est complètement irresponsable, que c'est la fin du monde, si j'ai une histoire de recherche de ce côté-là, et au contraire que BP a mis des millions sur la table, qui va sauver le truc. Donc ces bulles de filtre-là, je ne sais plus comment il s'appelle le type qui a fait ça. Pariser, voilà, merci, Eli Pariser, voilà, merci beaucoup. Donc ça, il me semble, c'est quelque chose que je trouvais très très frappant il y a une dizaine d'années quand c'est sorti. Il me semble que maintenant, mais là, il y a sûrement beaucoup plus de spécialistes que moi, Martha, tu dois savoir ça mieux que moi, que quand on essaye vraiment de tester ces bulles de filtre, est-ce que ces plateformes, c'est vraiment quelque chose qui nous enferme complètement? C'est pas aussi clair que ça. Donc moi, j'ai pas creusé la chose parce que je suis pas un spécialiste de ça, mais il me semble que c'est pas aussi important que ce qu'on pouvait croire il y a quelques années, mais à vérifier, et que de toute façon, le livre de Pariser et ce qu'on attribuait aux plateformes comme Google, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une période dans une tradition beaucoup plus longue, qui est que quand je suis abonné à l'Humanité, ou quand je suis abonné au Monde, ou quand je suis abonné, je sais pas, à Opinion ou Figaro, et ben ça me fait aussi ma petite bulle de filtre qui se renforce et puis qui me rend attentif à un certain nombre de choses. Donc ces histoires de bulles, à la fois je trouve que c'est très important, mais que c'est constitutif de nos modes de communication depuis des décennies, et que sans doute ça s'est remis en place différemment avec les algorithmes et avec la façon dont fonctionne ça, et que là, de ce que je connais moi, c'est encore le débat, justement, on n'a pas les données, je crois, pour décider l'un ou l'autre, ou plutôt dans quelle proportion ça a empiré les choses ou pas. Maintenant, sur la question de l'IA
et de ce que ça peut faire de travailler avec des large language models. Là, il y a peut-être des gens dans le DU, on avait réfléchi un petit peu là-dessus avec quelqu'un qui s'appelle Grégory Chatonsky qui pratique ça en tant qu'artiste l'année dernière. Et alors, ce que moi j'avais compris, ça serait, mais je suis pas, de nouveau, je suis pas un spécialiste et je pratique pas, ça serait un petit peu, nous permettrait peut-être de revenir à la question de Martha sur le mainstream. Il me semble que ces large language models, ils sont alimentés par des siècles, ou en tout cas des décennies, de ce que les curiosités humaines ont exploré dans le monde. Une curiosité humaine, c'est plutôt curiosité blanche, English speaking, etc. D'accord, c'est pas tout le monde, mais quand même, ce que des millions et des générations ont exploré à partir de leur curiosité, ont mis sous forme de texte et continuent à mettre sous forme de texte, et qu'on a une capacité de rassembler ces données et de computer ces données avec effectivement des phénomènes de pondération qu'on contrôle, mais qu'on laisse aussi un petit peu s'auto-pondérer, qui va produire quoi? Qui va produire des means, des moyennes. Et qu'en fonction du prompt qu'on donne, ça va nous donner une sorte de... Alors c'est mainstream, ça s'appelle mainstream, mais ça serait la moyenne, qui à la fois a bénéficié de ces curiosités toujours un petit peu excentriques et qui les recentre autour d'une réponse moyenne. Et donc ça, moi, je ne sais pas s'il faut le condamner, s'il faut exactement ce qu'il faut en penser. Il me semble que c'est beaucoup trop tôt pour dire exactement ce que ça va produire comme effet. Il y a des choses dont on peut se méfier et qu'il faut essayer de prévenir. Mais du point de vue du fonctionnement, de ce que ça fait à nos attentions, de ce que ça fait à nos discours, il me semble que c'est plutôt, et là, c'est ce que là, je me fais vraiment un ventriloque de Grégory Chatonsky qui disait essayons d'avoir une attitude expérimentale face à ces outils et que le danger premier qu'on voit rarement, en tout cas que moi je vois rarement dénoncer, c'est pas tellement les outils eux-mêmes que l'attitude qu'on a qui est une attitude de consultation. On imagine et on fait que ça doit nous donner justement... Alors la vérité, on sait que c'est pas la vérité, on sait que c'est des hallucinations, mais on fait comme si c'était un problème que ce soit des hallucinations parce que c'est censé nous donner la vérité, et la vérité mainstream. Et de se dire que l'enjeu de ça, c'est d'expérimenter avec ces choses-là sur une base justement d'expérimentation et pas d'autorité. Et là, moi, ce serait vraiment de questionner de nouveau en tant que littéraire comment on traite ces discours et quel est le schéma d'autorité qu'on essaye de mettre derrière, même quand on dénonce, même quand on dit « Regardez, ils ont dit une ânerie ». Si on dit « Regardez, ils ont dit une ânerie », ça veut dire qu'on s'attendait à ce qu'ils disent autre chose qu'une ânerie. Et qu'est-ce qu'on s'attend à ce qu'ils disent? Justement, quelque chose comme une vérité, quelque chose qui serait fiable, etc. Et là, ça repose la question à ce niveau-là. Alors, comment faire le lien entre les bulles et l'IA? Là, je ne suis pas capable. Mais vous aviez la question en tête, donc peut-être je ne vois pas quel est le lien. Dans la mesure où... J'essayais de lier... Enfin, de chercher s'il y avait un lien entre les deux, dans la mesure où il y a... une grosse partie, enfin comme a montré Dominique Cardon, une grosse partie de notre accès à l'information qui est médiée par ces outils-là aussi, et que donc ce qui a été présenté comme des bulles et qui, enfin, je suis content d'entendre que c'est pas forcément si si clair que ça, mais ce qui a été présenté comme des bulles va être justement renforcé, outillé par ces outils justement qui apprennent à prêter attention à certains aspects du langage et d'avoir un avis sur si ça changeait quelque chose ou pas, mais je pense que c'est une question ouverte. Je vous propose qu'on termine cette première partie du séminaire. Je remercie Yves Citon pour avoir ouvert toutes ces pistes qui vont nous faire réfléchir au-delà de ces séminaires. On continue en deuxième partie avec Arthur Lézère qui nous présentera rapidement qu'est-ce qu'on a fait dans les séminaires l'année dernière et qu'est-ce qui a fait les labs au-delà du séminaire. Alors, merci beaucoup
Yves Citon pour ses réflexions. Donc pour conclure la séance, moi je vais présenter un bilan de notre première année d'activité. Alors et les perspectives pour l'année à venir du Labina. Alors comme on a pas mal de nouveaux arrivants et puis aussi de collègues internes de l'Institut qui ne sont pas forcément au courant de ce que c'est. C'est aussi une présentation, quand je dis perspective, c'est aussi qu'est-ce que c'est le lab et qu'est-ce qu'on propose. Alors ma présentation va être structurée en quatre points. D'abord un rappel du contexte et des ambitions de ce dispositif. Un bilan à gros traits de notre première année d'activité, puisque le lancement a eu lieu il y a un an. Et je vais vous parler de la manière dont on a mis en place cette offre et ces outils. Je vous donnerai une typologie ensuite des projets qu'on a accompagnés cette année. Et puis je vous donnerai des informations sur les perspectives qui nous attendent pour l'année à venir. Alors ça, c'est un rappel que je pense intéressant de replacer en fait la création de ce lab dans un contexte plus large, historique aussi, des missions de l'Institut national de l'audiovisuel. L'INA, c'est un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial. La mission, le cœur de métier premier depuis la création de l'Institut, c'est celui d'un prestataire de services pour les professionnels de l'audiovisuel. Les activités de recherche, en fait, de recherche et de développement à l'INA, d'abord, elles ont servi à mettre au point des technologies qui permettent de préserver les archives et de faciliter l'accès aux archives pour les professionnels de l'audiovisuel. En 1992, s'ajoute aux missions de l'INA la conservation du dépôt légal audiovisuel, donc la copie des programmes TV radio diffusés en France pour, entre autres, un usage scientifique. Donc ça impulse en fait une ouverture, c'est ce qu'il y a sur la flèche verte, cette branche qui démarre dans les années, au milieu des années 90 à l'INA. D'ouverture au monde académique avec la création de l'INATech et de centres de consultation permettant l'accès et le visionnage des collections. Au fil du temps, le périmètre de cette archive, avec cette volonté d'ouverture, s'est aussi élargi, et c'est notamment élargi, Claude l'évoquait tout à l'heure, aux archives du web, aux sites et aux chaînes YouTube, entre autres, qui présentent une sorte d'image sur Internet du PAF, du paysage audiovisuel français. Et en fait, c'est dans ce contexte-là d'ouverture que la création du lab est arrivée, partant de deux constats. En fait, on demandait à l'INATech, qui est donc un centre pour les chercheurs, pour la consultation des collections, des pratiques de recherche qui allaient vers de plus en plus d'approches quantitatives ou volonté de faire une approche qualitative de visionnage, mais à grande échelle, sur des corpus d'émissions de plus en plus larges, de plus en plus gros, et donc nécessitant de mettre en place des méthodes pour fouiller des milliers parfois de vidéos représentant des émissions qui sont passées à la télévision, à la radio ou qui ont été diffusées sur le web en France. Et parallèlement à ça, dans l'écosystème de la recherche, mais pas que, aussi justement des industriels, on a vu des labs se pulluler de ces 15-20 dernières années, que ça soit dans les universités, mais aussi dans des structures comme des assurances, des banques, des acteurs commerciaux, des lieux comme ça d'expérimentation et d'échange entre des professionnels, des informaticiens et des chercheurs d'autres disciplines. Donc des structures qui s'inscrivent comme ça dans une dynamique d'accompagnement en fait de la recherche exploratoire, expérimentale et collaborative. Alors nous, on s'inscrit, alors ce qu'on veut proposer, qui nous distingue dans cet écosystème-là, c'est les sources de l'INA qui sont uniques du point de vue d'un data scientist. On peut dire que c'est un coffre au trésor de données, puisque, comme Claude l'a dit tout à l'heure, mais l'INA conserve au moins une documentation descriptive très détaillée des médias radio, TV et web, avec une profondeur qui remonte au début qui remontent à leur existence, donc des volumes de données qui présentent un potentiel
incroyables en fait pour les exploiter avec des outils de fouille et des traitements automatisés. Donc nous, ce qu'on a imaginé, c'est une offre à deux volets. D'un côté, mettre à disposition ces données pour les universitaires, les chercheurs, les étudiants, à commencer donc par la documentation qui est produite par les équipes de l'INA, et aussi aux données produites par des outils spécifiques permettant de traiter des gros volumes d'émissions qui sont développés par le service de la recherche de l'INA, donc surtout des chercheurs qui se préoccupent surtout d'informatique et d'apprentissage automatisé. Et puis l'autre volet de l'offre qu'on veut proposer, c'est un accompagnement méthodologique à l'exploitation de ces outils et de ces données. Donc dans la prochaine partie, je vais vous expliquer ce qu'on a mis en place cette année pour concrétiser cette offre. Alors je commence par un petit bilan, ça c'est peut-être plutôt pour les collègues avec qui on travaille et puis les chercheurs avec qui on travaille jusque-là. Le dispositif a fait l'objet de beaucoup de demandes depuis son lancement en janvier dernier. On a eu un peu plus d'une cinquantaine de demandes de pistes de collaboration, soit avec des chercheurs partenaires de l'INA déjà par le passé, soit des sollicitations directes. On a soutenu 29 projets de recherche, dont à peu près la moitié font l'objet d'une collaboration active encore. Et je vais détailler donc, dans la suite de ma présentation les modalités que peut prendre ce soutien. C'est aussi pour donner envie peut-être aux chercheurs qui ne savent pas ce que c'est de venir travailler sur les données, sur les collections de l'INA à grande échelle. Alors une précision, les quelques chiffres que je donne dans la partie bilan, c'est les projets qui ont effectivement démarré. Il y a aussi pas mal de projets qui sont sur les rails ou pour lesquels on a été sollicité. Et je précise aussi que même si c'est moi qui vous parle là, qui joue le rôle d'interlocuteur direct des chercheurs, Claude m'a présenté comme figure de proue, mais le lab mobilise et continue à mobiliser plein d'expertises au sein de l'Institut, que ce soit des chercheurs en informatique, des documentalistes qui ont la véritable expertise sur les fonds et sur l'audiovisuel français, et puis aussi un appui juridique, parce que en fait une des premières choses qui a été faite, c'est de créer un cadre avec des conventions qui permettent de mettre à disposition des gros volumes d'émissions en prévoyant ce qui va être fait, puisque l'INA ne dispose pas des droits sur toutes les émissions qu'il conserve. Donc dans cette première année, on a analysé plus ou moins 130 000 heures, 150 000 heures d'émissions de chaînes YouTube, que ce soit pour les transcrire à l'aide d'algorithmes de speech-to-text, calculer le temps de parole des hommes et des femmes, rechercher des occurrences d'objets dans l'image. Je vous donnerai plus tard un petit aperçu de ces outils qu'on a, et aussi mettre à disposition justement des gros corpus de données documentaires. Sur le plan de l'animation scientifique, on a organisé une première saison de séminaires qui a rassemblé des chercheurs, des scientifiques de renom et des chercheurs en démarrage, en début de thèse pour la plupart, et des présentations de travaux, à la fois des présentations de résultats, puis des présentations un peu plus méthodo, voire techno d'outils. Et on a accueilli pour la 4e année consécutive à l'INATech un module innovant pédagogique d'Artech sous forme d'un data sprint qu'on a consacré cette année au thème sport et médias. Voilà. Donc ça, c'est un peu une panorama à gros traits de ce qu'on a fait. Alors notre offre, la manière dont on l'a déployée, c'est d'une part mettre à disposition des outils, des données. Je reviens juste après sur la nature de ces outils, parce que ça peut être un petit peu flou parfois, mais il y a l'idée de vouloir mettre entre les mains des chercheurs des données pour leur thèse, des données pour leur projet, pour aider à répondre à leurs questions de recherche, les outils qui permettront aussi d'analyser des émissions, d'analyser des transcripts du texte prononcé. Et puis l'autre volet sur le côté de l'accompagnement méthodologique, alors on fonctionne par une offre un peu graduée, on pourrait dire, d'abord de permanence. Tous les jeudis après-midi, on peut se rencontrer avec des chercheurs à partir du niveau doctorat, à peu près, mais il y a aussi quelques masterants, pour prendre note des projets de recherche, de votre question, de votre sujet, de votre mémoire, de votre thèse, et
et de réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait avoir dans nos collections qui pourrait permettre, et dans nos outils qui pourraient permettre d'y répondre. Et puis ensuite, 2 formats de collaboration, ce qu'on appelle les sprints, qui sont des collaborations où on essaye d'avoir rapidement quelques résultats facilement montrables, une visualisation un peu jolie, quelque chose qui serait de l'ordre d'un peu un démonstrateur pour mettre un projet de recherche sur les rails, et puis des résidences, plus ou moins, de projets qui se déroulent sur un an, avec un appel à projet annuel, dont les lauréats sont sélectionnés par notre conseil scientifique, dont font partie Martha et Arnaud, entre autres. Voilà, donc ça c'est l'offre à facettes qu'on a mise en place cette année. Ça c'est juste une slide pour donner une idée des outils qui sont développés à l'INA sur l'analyse de médias. Alors c'est une vision un peu générale, un peu idéale typique, mais c'est quand même important de parler de la boîte à outils qu'on veut mettre à disposition, qui comprend des algorithmes d'analyse du signal, audio et vidéo. Alors on a la détection de la parole des hommes et des femmes. On a des algorithmes de reconnaissance de visage et d'objets ou de détection de similarité qui permettent de classifier les scènes, de classifier les vidéos, et puis des outils de transcription surtout pour lesquels on a eu beaucoup de demandes qui permettent en fait d'appliquer à des médias toutes les méthodes d'analyse automatique du texte que s'il y a des quantitativistes qui nous écoutent qui sont assez connus, que ce soit des méthodos de transcription, de textométrie ou des méthodos de classification du texte plus avancés avec des outils de machine learning. Donc en pratique, on voudrait mettre à disposition une infrastructure qui permet un accès à ces outils au maximum en autonomie pour les chercheurs. Il se trouve que c'est des outils, certains d'entre eux sont open source, certains d'entre eux sont propriétaires, certains d'entre eux sont commerciaux, d'autres sont gratuits. Enfin, certains ont été développés pour des chercheurs, d'autres ont été développés plutôt pour la préservation des archives. Et donc en fait, pour l'instant, la manière dont on a fonctionné, c'est que c'est en interne à l'INA que les traitements sont effectués pour les besoins d'un projet ou d'un chercheur X ou Y, que ça soit analyser le temps de musique versus le temps de voix à la radio dans les 10 dernières années, ou le temps de parole des femmes. Tout ça, c'est des traitements, c'est des calculs qui reposent sur une infrastructure qu'on a mis en place exprès pour ça, mais qui ne peuvent pas être encore faits directement en autonomie par les chercheurs. C'est l'objectif autant que ce sera possible, mais pour l'instant, ce sont des traitements qui passent en pratique par moi, puisque je fais l'interface avec les chercheurs. Et en termes d'interface vraiment disponible en autonomie, on a mis en place 2 moteurs de recherche. Le premier, c'est un moteur de recherche dans les dialogues et dans le texte, la parole transcrite, donc qui permet de faire une recherche full texte dans un corpus qui peut être très large de documents audiovisuels, donc par exemple des sujets de JT, pour y rechercher certains termes. Donc ça, c'est une interface qui est pour l'instant disponible seulement dans les 2 interfaces dont je vais vous parler là sont disponibles seulement dans les emprises de l'INA, à l'INATech et dans les délégations régionales. Mais on a vocation à justement les ouvrir un maximum et peut-être les déployer dans un labo si besoin. Enfin, on pourrait avoir des solutions pour les ouvrir au maximum. Mais voilà, donc on a ce moteur de recherche dans le texte transcrit, qui est un bête moteur de recherche full texte, avec quand même la possibilité de se balader dans le média au fur et à mesure qu'on recherche des mots. Et puis un moteur de recherche visuel qui fonctionne un peu comme Google Images, qui s'appelle Snoop, qui est le fruit de longs travaux de recherche en informatique à l'INA, et qui fonctionne avec un design human in the loop. Donc en fait, on peut faire des recherches. On sait que les moteurs de recherche visuels type Google Images ne sont pas super précis, ramènent toujours du bruit, ramènent toujours des images non pertinentes pour la recherche qu'on veut faire. Là, on annote les résultats de recherche en live, et on corrige le détecteur, entre guillemets, et on récupère un détecteur qu'on a réglé finement et qu'on a plus ou moins personnalisé, qui permet de faire une classification plus pertinente pour le chercheur. Voilà, donc ça c'est en termes d'interface, c'est ce qu'on a et d'outils, c'est ce que nous avons
mis en place cette année. Alors maintenant, je voudrais vous donner, moi, une partie que je trouve très intéressante, c'est déjà donner une idée des projets qu'on a accompagnés en termes de type, d'en faire une typologie, même une cartographie. Alors c'est un peu ambitieux, mais on voit quand même déjà des tendances dans les chercheurs et les équipes qui nous contactent. C'est aussi pour donner une idée de à quoi ça peut servir, à qui ça peut servir. Alors, en fait, on a deux grands types de demandes. Pour le dire très schématiquement, il y a des chercheurs qui ont des approches quali, des sémioticiens, des historiens, dont la méthode consiste à visionner les émissions et à en tirer les informations dans lesquelles ils ont besoin, les informations dont ils ont besoin, pardon. Et pour ce type de profil, c'est plutôt la demande, c'est plutôt une aide à la fouille. Donc c'est les moteurs de recherche dont je viens de vous parler. C'est aller trouver dans 10 ans de JT ou dans 10 ans d'émissions de variété, ou peu importe, mais dans un corpus donné, aller trouver certains éléments, des objets à l'image, du texte, des mots prononcés qui n'existent pas dans la documentation, et donc de compléter les outils de consultation existants à l'INA actuellement. Et puis l'autre volet sur lequel on essaye un petit peu plus de se développer, c'est les études quantitatives. Donc c'est des études statistiques sur les médias. Alors dans cette slide-là, je donne une petite idée du rattachement disciplinaire des projets qu'on a, de la trentaine de projets, on va dire, qu'on a accompagnés. Donc on retrouve en fait une bonne prévalence des chercheurs en infocom. C'est plus généralement le cas des chercheurs qui viennent contacter l'INA. On a aussi observé une demande croissante des chercheurs en économie. C'est encore plus le cas si on considère les projets qui démarrent cette année, dont je vais vous dire un mot après. Et puis, du côté des statuts, on a surtout accompagné des recherches individuelles, c'est ce que je vous disais, plutôt des thèses, quelques post-docs, et on est quand même impliqué aussi dans des projets à plus grande échelle, internationaux, et français aussi, des ANR et le LabEx passé dans le présent. Voilà, donc il y a peut-être un peu moins de chercheurs que de projets s'il y a des gens qui s'amusent à compter, parce qu'il y a des chercheurs qui sont sur plusieurs projets. Dans cette cartographie-là, l'idée, c'est un peu de présenter les projets selon deux axes, donc qui permettent de distinguer les deux tendances de type de contact et de sollicitation qu'on a eu, puis des gens avec qui on travaille. Alors en abscisse, c'est le type de besoin qu'on nous exprime. On a à gauche plutôt une demande centrée sur les données. Donc ça dessine aussi un type de chercheur ou un type de projet qui semble être prévalent. Enfin, on va s'outiller au maximum pour y répondre. C'est des gens qui ont on va dire soit les compétences techniques et les ressources pour manipuler et tirer les informations de gros jeux de données, et donc qui sont juste en demande de livraison de jeux de données. Donnez-nous des milliers, des dizaines de milliers de lignes de tableaux sur des émissions. Nous, on se débrouille avec, on va en tirer les statistiques sur l'impact, par exemple, je pense à un projet qu'on a accompagné sur l'an dernier, l'impact la médiatisation des procès pour viol sur est-ce qu'il y a plus ou moins de plaintes pour viol à la suite. Enfin, donnez-nous juste les données, on se débrouille. Donc voilà, ça c'est un peu le paquet qu'on voit en haut à gauche. C'est des quantitativistes plutôt qui cherchent à récupérer un maximum de gros jeux de données, souvent pour les matcher avec des gros jeux de données existants, par exemple de l'INSEE, et pour essayer de voir s'il y a des interactions ou des associations possibles entre les deux. Et puis on a à l'inverse, alors l'axe vertical, c'est ce que je vous expliquais sur les deux approches qui s'opposent entre ces études statistiques et puis ce demande d'aide à la fouille. Alors c'est pas systématiquement opposé, on a des projets qui sont au milieu, mais très schématiquement, voilà, on aurait cette approche qualitative en bas, quantitative en haut, et à droite, on a des projets qui sont beaucoup plus demandeurs d'outillage, d'accompagnement sur quels outils utiliser pour tirer des informations
10 ans de transcription de JT ou 10 ans ou 5 ans de chaîne YouTube politique, et donc plutôt là, c'est plutôt un accompagnement qui se passe, qui est plutôt personnalisé, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de séances de travail dans lesquelles on regarde ce qu'il y a comme outil à l'INA, on regarde ce qu'il y a comme outils donc en open source, et on réfléchit avec le chercheur sur la meilleure manière de traiter un très gros corpus. Donc ça, c'est les projets qu'on accompagne plutôt sur du long terme. Voilà, donc pour finir, ce qu'il y a de nouveau cette année. Donc là, je voulais dire un mot des 4 lauréats justement qui ont répondu, qui ont été sélectionnés pour notre appel à projet annuel. Qui seront un peu les projets phares, enfin ceux desquels on attend aussi le plus de résultats. S'ils nous écoutent, je vais leur mettre un peu la pression. On a un projet qui est consacré à appliquer donc nos méthodologies d'analyse du temps de parole des femmes et des hommes sur les podcasts natifs français dans le cadre des projets Gender Equality Monitor et Upcast par Maëlle Bazin. On a 2 travaux qui sont appuyés sur des méthodes à gros modèles de langue. Le premier sur les reprises et la circulation des interviews politiques dans les médias et sur les réseaux sociaux, et puis donc d'Alexandre Borel. Et le deuxième, c'est sur une classification, essayer de faire classifier automatiquement par un gros modèle de langue la terminologie utilisée pour parler de la classification sociale, donc pour le dire très schématiquement, des riches, est-ce qu'on dit les riches pour parler des riches, est-ce qu'on dit les pauvres, quelle terminologie on utilise, et comment ça a évolué sur un temps très long. Et puis enfin, une étude économétrique sur la façon dont la diffusion des décisions économiques dans les médias, par exemple les décisions des banques centrales, affectent les prévisions économiques des ménages, par exemple les anticipations d'inflation. Quand on dit est-ce que l'inflation va augmenter, enfin les décisions vraiment économiques prises dans ce sens, la façon dont elles sont médiatisées, est-ce que les ménages la reçoivent et qu'est-ce qu'ils en font. Voilà les projets de nos lauréats. Donc, en plus de l'accompagnement de ces 4 projets en résidence, on débute un cycle d'ateliers pratiques, donc axés méthodo, tutoriels. On aura donc le 18 janvier un atelier sur la lexicométrie appliquée aux transcriptions, donc à ces jeux de données de transcripts des dialogues prononcés à l'écran qui sont... Alors la lexicométrie, c'est une méthodologie de statistiques sur le texte qui est très ancienne et qui a des outils bien connus de la plupart des chercheurs qui s'intéressent à ça, mais il y a des spécificités sur travailler sur du texte oral qui a été transcrit souvent par des outils de transcription automatique. Et donc l'idée, c'est de faire un atelier puis de présenter ces outils qui sont pas forcément connus de tous, de refaire un petit point pratique dessus. On aura un atelier sur HIFE, sur les archives du web. Donc HIFE est un logiciel développé par le Media Lab de Sciences Po qui permet de tracer, détecter, quantifier les communautés entre des pages web en fonction des liens qui sont faits qui existent entre les pages, et donc d'appliquer cet outil qui est actuellement déployé sur notre archive du web. On aura un atelier sur les ateliers 2024, ensuite un atelier d'analyse de sentiments, et un atelier sur Snoop, le moteur de recherche visuelle dont je vous parlais, qui permet de faire de la classification de vidéos et d'émissions fine-tuné, on pourrait dire, même si c'est pas du tout le terme technique, mais personnalisé par l'utilisateur, classification personnalisée par l'utilisateur de vidéos avec Snoop. Voilà. Et puis on a intention de développer nos services avec le renforcement de notre équipe, et puis de réaliser aussi une cartographie de jeux de données disponibles, puisque en fait la recherche sur les médias à l'INA n'a pas commencé avec le lab. Ça fait des années qu'il y a des projets du même genre qui existent un peu à droite à gauche, qui ont produit des grosses masses de données, et par exemple des journaux télévisés de télé-radio depuis 2011 dont les transcriptions existent déjà, etc. Et donc de faire une cartographie de ces données et de trouver les meilleurs moyens pour les mettre à disposition du plus grand nombre.
Voilà. Et on a aussi un jeu de données de répétition à la télé, donc des segments qui se trouvent avoir été répétés d'une chaîne sur l'autre, qui constituent pour des gens qui sont en analyse quantitative des médias, moi je pense une très grande valeur potentielle, et qu'on va chercher à mettre en forme pour qu'elle soit pour qu'elle soit utilisée, pour qu'elle soit valorisée. Voilà. Et enfin, pour conclure, le reste de la saison du séminaire, qui se poursuit le 1er décembre avec Bilal Benbouzid, Quentin Gilliot et Félicien Vallet, avec une séance sur l'information politique sur YouTube. En janvier, une séance sur les mémoires médiatiques. Là, je lis ma slide, les mémoires médiatiques au prisme des méthodes computationnelles. On aura une séance en mars, Société, représentation, nouvelles approches, qui mobilise des sociologues qui s'intéressent à justement des questions un peu de pouvoir de la représentation à la télé. Je dis à la télé parce que je crois que c'est que des corpus d'émissions de télé, et c'est sur les effets mesurables de la médiatisation d'un sujet. On aura une séance le 3 mai 2024 sur les traces numériques et les enjeux mémoriels du Covid et de cette crise sanitaire dont on ne sait pas trop exactement quand elle s'est finie. Donc quelles données, qu'est-ce qu'on peut tirer de la mémoire que nous, on en conserve à l'INA avec nos archives, avec Sarah Jean-Burger, Johan Eves et Benjamin Ouktabanou du Media Lab, qui présentera justement HIFE, cet outil de cartographie des pages web. Et enfin, la saison se conclura le 7 juin avec une analyse des débats et controverses médiatiques, avec un focus méthode, données et outils. On aura Cécile Méadel, Nina Warszawski et Guillaume Vincent, du charisme, du laboratoire charisme. Voilà. Je vais m'arrêter là. Voilà. Je laisse la slide de présentation du séminaire. Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre, que ce soit des collègues de l'INA en ligne, des chercheurs avec qui on travaille déjà, des chercheurs qui ne nous connaissent pas, s'il y a des questions dans la salle. Sinon, on peut dire qu'on aura fini en avance. Je vois une question. Ouais. La première, c'est où est-ce que ça se passe, ces événements-là? Et la deuxième, c'est est-ce que vous pouvez partager des outils de transcription? Moi, ça m'intéresse. Ou est-ce que c'est pas l'espace Alors, en partager au sens partager l'info ou partager l'outil? Alors, je réponds d'abord au premier point parce que merci beaucoup pour la question. Je pêche de ne pas l'avoir dit. Les séminaires ont lieu dans la même modalité qu'on a ici, sauf qu'au lieu d'être le lundi, ils sont tous le vendredi après-midi. Voilà. Et sinon, c'est même modalité, dans cette salle, en hybride, ouvert à tous. Et les séances, voilà, les séances sont en replay sur la chaîne YouTube INA Recherche, pour celles et ceux qui veulent les revoir. Et pour ce qui est des outils de transcription, alors nous, à l'INA, on utilisait historiquement deux solutions. Une qui a été développée conjointement avec le laboratoire d'informatique de l'Université du Mans, donc qui est une solution qui n'est pas open source, qui est une solution un peu maison, on va dire, qui permet la diarisation, donc l'attribution des différentes voix à des locuteurs, enfin l'identification arbitraire des locuteurs, c'est-à-dire les voix détectées dans une portion d'audio, 0, ils vont s'appeler 0, 1, 2, 3, etc. Et qui est un outil qu'on ne peut pas partager en tant que tel, mais qu'on peut par contre faire tourner sur des émissions dont on conserve l'archive.
dont on conserve le média, et donner les résultats aux chercheurs. Ça, c'est notre outil maison. On utilise aussi une solution qui est plus performante, mais qui est commerciale. Donc là, côté lab, on peut donner accès à des transcriptions qui ont déjà été réalisées, mais on ne peut pas en faire de nouveau, qui s'appelle Vocapia. Et dans les projets d'industrialisation de l'IA à l'INA, il y a l'idée d'utiliser le modèle qui est, alors, à l'heure actuelle, je ne sais pas si ça a peut-être changé entre hier et aujourd'hui, parce que ça va très très vite, mais un modèle qui s'appelle Whisper, de speech to text, sur, à terme, à très long terme, je parle au moins 5-6 ans, sur l'ensemble de nos collections, et donc peut-être de prioriser s'il y a des projets de recherche qui pourraient l'exploiter, transcrire en priorité avec Whisper. Donc Whisper, c'est le modèle à l'état de l'art aujourd'hui qui recrée la ponctuation, qui transforme, qui redonne vraiment qui transforme du texte oral en du texte écrit, on pourrait dire, et qui donne les meilleures performances actuelles. Et donc il y aurait possibilité d'utiliser cet algorithme dans le cadre des projets qu'on soutient. Voilà. Donc ça, c'est les trois qu'on utilise nous. Après, il y en a plein d'autres. Et à Trint aussi, qui est, s'il y a un peu de budget, qui n'est pas très cher, mais qui ne permet pas de faire des grosses masses de transcrire des grosses masses de fichiers. Mais voilà, c'est à peu près tous ceux que je connais. Ouais. Merci beaucoup. Vous avez dit qu'il y avait le projet de rendre les outils de l'INA en libre accès à tous. Vous avez une idée de l'horizon temporel à laquelle ça serait disponible, et quels sont les obstacles éventuels? Il y a les obstacles éventuels, ils sont un peu. Il y en a certains qui sont évidents, c'est-à-dire que c'est des outils qui sont coûteux en temps de calcul. Je vais dire les obstacles. Je les ai tous en tête. je me bats avec tous les jours, donc c'est très facile pour moi de parler des obstacles. Alors, il y a la notion de droit. Il y a la notion de droit et disponibilité du média lui-même, c'est-à-dire que on conserve une copie dans le cadre du dépôt légal de quasiment tout ce qui passe à la télévision, à la radio en France. Le média lui-même n'est pas systématiquement. On a une partie du fond qui est sur DVD, par exemple. Enfin, il y a des problématiques de disponibilité du média. Il y a des problématiques quand on parle d'outils comme, par exemple, les outils d'identification des visages. C'est un outil qui est branché sur une base de données de visages qui correspond au thésaurus de l'INA, c'est-à-dire que historiquement, la détection d'identification des visages, c'est une brique technique qui est un peu controversée, d'ailleurs, qui est un peu potentiellement à risque. Nous, la manière dont on le conçoit, c'est vraiment, on poursuit un processus qui se faisait manuellement avant, c'est-à-dire qu'on avait des gens au générique qui apparaissent dans les émissions, des visages, et on inscrivait, ou alors les diffuseurs nous livraient dans la grille de programme les personnes qui apparaissaient dans l'émission, et on les renseignait manuellement. Donc là, c'est juste lier numériquement un visage à un nom. Et la base de données de nom, elle est contrôlée. Donc pour faire travailler des chercheurs dessus, il faut trouver une solution à la fois humaine, à la fois technique, pour en gros donner accès à du personnel extérieur à une interface qui est réservée à du personnel, et donc ça pose des questions de sécurité. Après, il y a les problématiques de coût en temps de calcul, et du choix de l'infrastructure adaptée. Donc là, nous, l'idée, c'est aussi un peu de voir la demande, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une demande pour certains outils plus que d'autres? Est-ce qu'il y en a dont il faut prioriser un déploiement, peut-être le développement d'interfaces? La plupart des outils, c'est des outils qui n'ont pas d'interface, c'est des interfaces qui demandent de savoir programmer, ou alors c'est des interfaces en ligne de commande. On a, à part les deux moteurs de recherche que je vous ai montrés, c'est des outils qui exigent de savoir programmer un petit peu. Donc, la question se pose de est-ce qu'on développe des interfaces qui permettraient à
à plus de gens de s'en servir, ou est-ce qu'au contraire, on développe des moyens plus génériques d'accéder à des environnements dans lesquels des chercheurs qui savent coder peuvent utiliser nos données, c'est des questions qui sont encore ouvertes. Voilà. Donc sur l'horizon temporel, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des outils qui sont déjà open source. Donc c'est des outils qui sont, c'est la meilleure manière selon nous de les mettre à disposition. Après c'est le cas de INA Face Analyzer et INA Speech Segmenter, les outils de détection du genre à partir des visages et à partir de la voix. Mais ces outils-là, c'est des outils qui exigent de savoir, je ne vais pas dire programmer, mais c'est des outils dont l'interface est en ligne de commande. Donc après, ça demande un petit prérequis en informatique et du temps de calcul pour obtenir des résultats. Voilà. Donc à échéance courte, ça va continuer à passer par des traitements qu'on réalise en interne en fonction du besoin des projets. Et plus on verra un besoin d'autonomie, on développera ce qu'il y a à développer pour y répondre. Voilà. Ça a été un peu long comme réponse. Le temps pour une dernière. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'allouer du temps pour la recherche formelle, un peu comme le CNES, de donner du temps du coup à des évidences plus liées à la manipulation de la matière que vous avez à des personnes extérieures? Alors, est-ce que vous pouvez préciser pour être sûr que j'ai bien compris sur la manipulation de la matière? Là, du coup, là, je suis élève du DEU et je suis artiste aussi, comme une partie du groupe de DEU. Et par exemple, au CNES, il y a des résidences dédiées à ça, du coup, qui invitent des plasticiens ou des personnes qui manipulent la matière à, du coup, travailler avec toutes leurs archives de leur fonds. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a place aussi à faire ça aussi? Alors, ça ne nous est pas exactement arrivé, le lab, la mission première du lab, c'est une offre aux académiques centrée sur la data. Maintenant, moi, je suis ouvert à l'idée qu'on peut aussi présenter ses recherches de façon il y a un lien possible entre art et science, et qu'il y a des moyens de présenter ses recherches et de faire de l'art aussi à partir de nos collections à grande échelle. Maintenant, ça n'a pas vraiment été dans nos priorités pour l'instant. Il y a un chercheur avec qui on a travaillé qui s'intéresse à ce genre d'approche, qui pratique ce genre d'approche, c'est-à-dire que il fait partie des chercheurs. C'est Pepe Cavallari qui travaille sur l'image du téléphone et la façon dont ça a évolué pour devenir un objet un peu familial, un objet un peu lié au care, donc au fait de prendre soin de soi, qu'il y a des rôles genrés qui se sont calés sur le téléphone dans les publicités. Et donc lui, il avait effectivement cet intérêt d'aller un peu plus loin qu'une étude quantitative ou que juste de l'aide à la fouille. Et il voulait faire des montages automatiques à partir de nos outils, etc. Donc là, nous, dans ce cadre-là, c'est une partie de sa recherche qui sort du périmètre du lab, pour l'instant, tel qu'on le conçoit. Et moi, je l'ai mis en lien avec des collègues ou d'autres chercheurs qui ont des outils qui permettent, par exemple, c'est aussi beaucoup ça que j'ai fait cette année, c'est donner des pistes, mais sans y donner du temps. Et donc, je pense que pour l'instant, à moins qu'il y ait une multiplication de ce genre de demandes, moi je trouverais ça intéressant, mais pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de demandes pour que ça soit quelque chose auquel on peut consacrer un accompagnement, je pense. Voilà. Ça évoluera peut-être. Merci Arthur pour ce panorama très complet de l'activité que tu as pilotée.
Merci à Yves Citon pour une présentation très challengeante. Je vous donne rendez-vous donc le 1er décembre pour la prochaine séance de l'atelier, qui sera donc, Arthur l'a dit, consacrée à l'information politique sur YouTube, qui est donc une nouvelle façon d'analyser une fenêtre de perception du monde, hein, YouTube, à travers les collections du web archivé à l'INA. Voilà, ça sera donc à nouveau, on reprend les vendredis, ça sera de 14h30 à 16h30, mais un vendredi 1er décembre. Et donc vous êtes bienvenus si vous voulez revenir.